Alors ce soir, on est à Paris. Bah oui, il fait un petit peu froid par rapport à Tel Aviv, mais on est ravis d'être là pour enregistrer un nouvel épisode du dîner. Le dîner qui sera cette fois-ci dans un bel hôtel particulier du 16e arrondissement qui se trouve juste ici. On va voir s'il y a quelqu'un déjà. Waouh! Superbe! Superbe! Bonsoir! Bonsoir chef! Bonsoir. Greg! C'est ça, tout à fait. Ravi de te rencontrer. Enchanté. Bah, d'habitude, je suis à Tel Aviv, là je suis à Paris, et on m'a dit, toi, tu faisais des produits israéliens, tu fais de la cuisine israélienne ici à Paris. Exactement. On essaye de faire Tel Aviv à Paris. Et alors, comment s'appelle ton restaurant? Saba. Saba, c'est à Levallois? C'est ça. D'accord. Alors, j'ai entendu beaucoup de bien de ton restaurant, et justement, quand on fait des dîners, on a besoin un peu on reçoit du beau monde, comme tu sais, et on a envie de leur apporter quelque chose d'original. Qu'est-ce qu'il y a ce soir au dîner? Alors, ce soir, on a préparé en mise en bouche pour l'apéritif. On a des chips de pita avec un tarame maison, des œufs de saumon et de la boutargue. Ah, c'est classique, la boutargue, parfait. On a des croquettes de patates douces Oui, avec une mayonnaise à l'amba. oui. Et on a des araïès revisités, puisque c'est un bœuf qui n'est pas à ce moment-là cru comme les araïès en Israël, mais qui est confit avec le silan, donc le miel de dattes. D'accord. Et en plat, alors? Et après, en entrée, on va avoir un filet de bar grillé à l'huile de sésame avec trina à la menthe et un taboulé libanais. Et pour le plat de viande, on a un bœuf confit aux pruneaux et aux abricots avec un riz à la perse. Et alors, j'adore l'idée du dessert. Le dessert, c'est un bouscoutou, un petit clin d'œil à mon grand-père. C'est toute l'histoire du restaurant aussi un peu. Et avec une glace à la bourra. Une glace à la bourra, mais j'ai hâte d'être à la glace à la bourra. Merci beaucoup Greg. Merci, grand merci plaisir. chef. Allez, à tout à l'heure. On se voit à table. Merci. Avec plaisir. Alors on va attendre des invités maintenant. Il nous manque des invités. Ils vont pas tarder, je pense que ça va pas tarder. Ouais, dans quelques minutes. Je suis là, d'accord? Je suis juste là. Parfait. Bon bah ça y est, ils arrivent les invités. Je viens d'avoir un coup de fil de Philippe Lelouch. Il doit être pas loin. Enfin, il marche doucement parce qu'il s'est cassé quelque chose, mais... Ouais, donc j'avais mal repéré la scène et j'ai suivi une lumière que je pensais être la lumière des coulisses, qui était en fait la lumière de service de la salle. Donc je me suis vautré, mais comme un vieux flanc. Voilà. Et du coup, dans le noir, c'est super. J'ai pas pu me répartir. Bah, le col du fémur. Oh là là, Bonsoir Philippe. Salut. J'étais en train de raconter mes malheurs, tu vois. Ça me fait de la peine quand je te vois comme ça. Mais pourquoi? Mais non, c'est un accident. Par essence, tous les accidents sont cons. Hein. Comment tu vas? Moi, je vais très bien. Toi aussi, Stéphane. Tu te rends compte qu'elle est fort pour venir jusqu'ici de Sainte-Maxime, De Sainte-Maxime, ouais. spécialement pour le dîner, merci. Exact. Philippe. Bah, tu rigoles. Regarde, c'est avec plaisir. ici. T'as vu mon copain? Cyril. C'est pas moi, hein. Ça va? C'est pas toi qui lui as cassé la jambe? Ça va Cyril? Impeccable. Cyril Benzaken, je suis ravi déjà. Vous êtes les deux premiers. Ah bah tant mieux. Alors regardez, il y a des petits apéritifs. On va pouvoir Ça commencer pas à manger avant les autres ou pas? Ouais. Tu m'as lancé ça me va. Vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Mais Cyril, normalement, il est en... Cyril, Non, il non, est mais- fini quand il combat. Un verre d'eau pour Cyril. Voilà. Bonsoir, Prenez mesdemoiselles. vos aises, asseyez-vous, j'accueille les prochains invités, ok? Je vous laisse. Ouais, nous on va manger, t'inquiète. Comment ça va? C'est so exagéré. C'est de l'huile, il y a forcément un truc avec de l'huile chez nous. C'est de l'huile. Ouais, ouais. De quelle origine? Tunisienne. Aïe, aïe, aïe. Tu connais cette histoire ou pas? Du jeune marié qui rentre chez lui. Un jeune marié rentre chez lui, il y a sa femme. Il est en train de mettre de l'huile dans une casserole comme ça. Il fait, chérie, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je sais pas encore. Hein? Oh, Michael Sadoun. Première fois qu'on se voit à Paris, on se voit toujours à Tel Aviv. Donc. Mais c'est vrai, ça fait plaisir de te recevoir une fois dans ma ville. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Anaël, on fait la bise? Bah oui, bien sûr. Mais on peut se dire tu. Bien sûr. On va par là. Là, c'est la cuisine. Et tu verras, il y a déjà 2-3 surprises. Donc, Anaël, à tout de suite. Nathan. Salut, Bans. Comment tu la vas? bise. Tu vas bien? Et toi? Je suis ravi de Ravi. t'avoir. Bah, On merci. s'est aussi raté sur un dîner à Tel À Tel Aviv. Aviv, exactement. Et, non, et je suis venu jusqu'à... Là, quelque part, on est à Tel Aviv ce soir. Voilà. On C'est sait pas un mal où on pour est. un bien, Voilà, comme on dit. exactement. Regarde, tiens, il y a un peu de trucs à grignoter juste là en attendant. Regarde, réuni, il y a du... Et Simon! Comment ça va? Ça va, Stéphane? Monsieur qui fait le buzz partout en ce moment, mais partout quoi. Bah, disons Jusqu'à que Tel Aviv. L'actualité s'y prête. Si prête, bravo pour ce que tu fais. Je suis très très content de t'avoir à ce dîner. Je suis très content Tu n'avais d'être jamais là. participé à ça. Jamais. Jamais, ben voilà, c'est ça. Regarde, cuisine, petit champagne, et puis j'attends les autres invités, je vous rejoins. Ok? Je vous rejoins tout de suite, hein. Comment ça
ça va? Ça se passe bien? Eh, dis-moi, tu t'es servi déjà, toi? Moi, je suis... Mais tu vas plus avoir faim. Si, alors là, T'es il y a sûr? bien un truc sur lequel je suis pas inquiet, tu vois. Et ils te regardent tous manger comme ça? Non, j'ai proposé. C'est la scène de Jésus. C'est vrai que j'ai un peu soudoyé... Mettez-vous comme... J'ai un peu soudoyé le... Greg. Qui est d'ailleurs, faut lui faire de la pub, il a un restaurant Non, mais- cachère à Levallois-Perret. Greg. Tommy. Bah, attends, mais Greg, il est fantastique. Greg, tu peux commencer à leur donner quelques petits trucs. Je t'autorise. À tout le monde, un peu. Et des boissons, ok? Ça fait plaisir. Ok, allez. Bon, j'ai accueilli encore les 2 autres personnes et je vous rejoins tout de suite. Bon, bah, ça va, je pense qu'on les dérange pas, là, c'est bon. Ils ont fait le petit apéro, tranquille. On les laisse un peu tranquilles en attendant les invités. Bon, c'est bien, ça chauffe, c'est bien. Ça tchatche. Oui, entrez. Voilà. Oh, Olivier Benkemoun, Michel Fitoussi. Oh, Stéphane, Qu'est-ce que quel j'adore bonheur. te rencontrer à Paris aussi. Mais oui, à Paris aussi, c'est très Tu vas bien. bien? C'est bien aussi à Comment ça Tel va, Aviv, Olivier? mais c'est Je bien. t'embrasse. Comment ça va? Mais Moi, non, on s'est pas croisé à Tel même si Aviv. on se connaît pas bien. Mais on va se connaître ce soir. Je suis ravi de C'est te. le principe des dîners. Je suis ravi de te toucher en vrai. Regarde, je regarde toujours la télé de Tel Aviv, CNews. Entrez, regardez, entrez. Bonsoir, voilà nos invités, on est un complet ce soir. Alors, Michel, personne ne donne une chaise à Michel. Mais qu'est-ce que tu veux? Tout le monde est. C'est ça dans le texte des séparades. Michel, Ah oui, c'est vrai. Mais toi, t'es l'ashkénaze le plus séparade. Moi, je suis moitié. bon, je suis ravi de vous avoir. Allez, on se voit profitez, tranquille, buvez. Et peut-être tu vois cette petite ville. Pas loin du Maroc. Et ma grand-mère, elle bouge de là. Ah oui, d'accord. Bah non, chacun se dit Greg. Moi, c'est Tunis, Tunisie. Mais de la boulette ou... Non, de Tunis même, je suis de Tunis mémoise. Ah d'accord. Mais moi, je suis un peu différent, c'est que nous, on est de Livourne. Donc, normalement, on ne devrait pas être à la même table, mais j'accepte. Et oui, toi, Les Livournais, les Juifs livournais, tu connais? Je les connais. Tu les connais? C'est les Tunisiens qui Non, on n'est pas tunisiens, on est italiens de Ils Tunis. sont italiens. J'ai adoré ton livre. Bah oui, J'ai adoré ouais, ton tout livre. ça, bien sûr. Bon, est-ce que vous vous connaissez tous déjà? Vous vous connaissez tous? Non, on se connaît tous. Ouais. gagnerait à se Non, mais en vrai, vous êtes Non. tous rencontrés? Jamais, c'est une première? Moi, je connais Sonia, je connais Olivier, je connais Nathan. Olivier, tu connais un peu tout le monde? Non, c'est Gauthier, on s'est rencontrés en arrivant. Voilà. Je connais Nathan, il est tous les matins dans mon salon. Donc, À dire des conneries dans ton salon. Et Cyril, quelqu'un le connaît? génial. Quelqu'un a rencontré Cyril? qu'il soit debout quand même. Et en dire et en Il nuancer. n'y a pas de- Les deux à la fois. il y a pas de chaise pour Cyril. Cyril, maintenant je l'ai. Non, il a une compétition importante, il faut qu'il reste debout là. C'est que pour le MDA, c'est ça, tu vas pour Magen David Adom le 12 mars, Exactement. dans la semaine prochaine. Donc ce soir, tu as décidé de rien manger. Ah, t'as un gros combat de prévu, genre? Ah ouais. Je sais pas que c'est un gros combat, mais j'ai un combat, donc il y a, tu vois, je dois faire le poids et tout ça. Ok, fort. Pour le Moi, je connais absolument rien du tout, mais c'est quel type de boxe? Kickboxing. C'est kickboxing. La veille d'un combat, Merci. est-ce que tu stresses? Vraiment, c'est une question débile. Hein. Ouais, je stresse. Et des fois où ça m'est arrivé, tu vois, c'est drôle, de pas stresser, j'ai fait des mauvais combats. Quand je suis arrivé pas assez stressé, en fait, je me rends compte, enfin, moi, en tout cas, je fonctionne avec le stress. Mais je pense, c'est comme toi, hein, quand tu comptes sur scène, t'as besoin un peu de stress. Bon, la personne n'a traque là ce soir, vous êtes bien là? Il n'y a pas de caméra, on est tranquille. C'est-à-dire que, Non. en plus, on va pas avoir beaucoup de contradicteurs, logiquement, là. Voilà. On n'est pas vraiment dans une émission de Attends, débat. On se dit, il va attends. falloir que j'affûte mes arguments. L'antisémitisme. Est-ce que je leur dis, Nathan, est-ce que je leur dis que comme diraient les mots. Ébric Caron vient à 23h? Est-ce que je leur dis? Ébric Caron vient à 23h, mais 5 minutes. Ouais, bah, Ça me suffira. 5 minutes, ça vous suffit. Alors, on est content de vous avoir. Vous pouvez pas savoir d'abord le travail que ça a été pour vous réunir tous ensemble ce soir. Mais je suis ravi de vous avoir. Franchement, je suis génial. Moi et toute l'équipe. Je peux vous dire que j'ai voulu faire ce dîner d'abord pour vous remercier au nom, mon nom et au nom des téléspectateurs qui habitent en Israël ou ailleurs, qui sont francophones et qui vous disent merci pour avoir pris position depuis le 7 octobre. Même de manière différente les uns les autres, mais en tout cas vers le chemin de la vérité, tout simplement le chemin de la vérité. Ce que vous avez dit, tous, chacun de vous sur les plateaux, franchement, ça nous a touchés et j'avais juste envie de vous remercier et de passer un repas avec vous,
tout simplement, et de vous réunir ici à Paris. C'est vraiment un merci d'abord, et puis après on va passer une bonne soirée. Évidemment, j'ai envie qu'on échange un petit peu sur vos ressentis, ce que vous avez. C'est très personnel ce soir, c'est très intime. D'ailleurs, on est dans un endroit magnifique, et j'avais envie, voilà, qu'on parle gentiment de tout ça. Il y a pas de contradicteur ce soir. On peut se reposer. Simon. Oh non, mais Simon Moss, c'est pas drôle. C'est les vacances là pour toi. C'est pas drôle. T'as pas hâte. Donc voilà, on est tranquille entre amis et on va discuter tout simplement et on va bien manger. Apparemment, on a un repas israélien très sympa. Voilà, donc je voulais vous remercier encore et au nom de toute l'équipe et les spectateurs doivent être ravis de vous avoir ici. Vous verrez, à chaque fois, cette émission, je l'ai fait à Tel Aviv et à chaque fois ils me disent, on a l'impression d'avoir dîné avec vous et c'est génial. Donc voilà, ils vont dîner avec nous ce soir. On pense à eux, mais nous. On est entre nous et on se parle. Qui veut commencer? Donc, alors j'ai des dossiers là, évidemment, sur chacun de vous. Donc Nathan va en parler des choses, mais c'est horrible. Mais franchement, les gens vont être déçus en fait. Non, franchement, Michael, c'est terminé, ça y est. Non, mais ça, tu sais que je peux te faire sauter là. Vas-y, chaud. Merci pour vos services. Philippe, t'as fait un super effort. Il est venu de Sainte-Maxime pour le dîner. Bravo. Et avec sa canne. C'est pour ça que j'ai une canne, c'est parce que je suis fatigué. Donc, en plus, chacun de vous, franchement, vous êtes tous venus avec, voilà, toi, t'as un combat, Cyril. T'as un combat dans pas longtemps, la semaine prochaine, le 12. Exactement. Le 12 pour Magen David Adom. C'est ça. Un combat contre moi. Un contre toi. Donc, bon, je me prépare un peu, mais j'ai pas trop besoin. Tu vas pas beaucoup t'entraîner, je crois. Non, je dois perdre beaucoup de poids par contre. Ouais, donc ce soir, tu manges pas? Allez. Je mange léger, quoi. Léger. Je vais le surveiller. Tu le surveilles. Michel. Bah, moi, je suis venue à pied, mais de la place de Mexico, donc c'est pas très loin. J'adore c'est la première fois qu'on se voit à Paris, je pense. Ah ouais, d'habitude, on s'est tellement vu à Tel Aviv. Ouais, toujours. Ouais, c'est Je vrai. suis À ravi la de t'avoir plage, dans les rues, on se croise. Et j'ai kiffé ton livre sur la Tunisie, évidemment, qui nous a raconté, nous, les Tunisiens. Ouais. Ah, ça y est, ça. C'est comment ça? On peut partir. Enfin, la Torah est thune ou la Torah est pas thune? Stéphane, tu m'as quand même fait savoir que tu n'étais pas exactement tunisien, mais livournais. Tu vois comment je me rabaisse? T'as essayé je me rabaisse un peu. Parle au bœuf. Livournais, bah oui. Voilà. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des Tunisiens qui ont toujours été en Tunisie. Toujours. Olivier. Avant le 8e siècle. Oui, c'est ça. Olivier, j'adore. Je t'ai contacté, j'étais à Tel Aviv, je me rappelle, et je t'appelle et tu me dis tout de suite oui. T'avais quelque chose en plus, t'avais quelque chose ce soir-là, et tu m'as dit oui. Et en plus, il m'a dit quelque chose que personne ne m'a dit. Il dit, écoute, si tu trouves mieux en invité, bah c'est pas grave, je m'effacerai. Oh. C'est beau. Et je vais te dire que j'ai pas trouvé mieux. C'est encore plus beau. C'est incroyable parce qu'on se connaît pas, mais c'est sympa. Bah, évidemment, je t'apprécie beaucoup à l'antenne et des fois, je pleurais en t'écoutant tellement j'étais touché. Mais moi aussi, je pleurais en disant parfois à l'antenne. Non, mais quand t'étais là-bas sur la place des otages. Oui, mais j'ai beaucoup pleuré. J'imagine. Moi, c'est une année où j'ai beaucoup pleuré. Bah oui, on a tous Ouais. beaucoup pleuré quand même. Ben oui, on a tous un peu vécu une année compliquée, on va en parler un petit peu, mais on va surtout s'amuser. Il y a des surprises, on va faire plein de choses. Mais je vois qu'il y a des services Voilà. quand même spéciales pour... Ouais, c'est ça. Et en plus, fait, t'as vu, c'est- ils vont te donner des crayons de Là. couleur. Tu peux me mettre là comme ça. Voilà. Oui, d'accord. Oui, c'est un pilote, en fait. J'ai un atelier kéfier ce soir. Simon, ça va? Ah bah ça va. T'es- Mieux toi, serein. toi, je t'ai couru après aussi. Hein. Mais qu'est-ce que t'as fait comme buzz ces derniers temps là? C'est énorme. L'actualité s'y prête. C'est bien. Et c'est bien, bravo. Merci. Franchement, ça. Merci de l'invitation. Et merci Nathan et Anaël d'être là ensemble. Alors je dis merci. Nathan et Anaël, Nathan Devers et Anaël. On se connaissait pas et on se connaît pas vraiment, mais on s'apprécie. Et on peut le dire, vous êtes mariés, femme. Exactement. Je suis ravi de vous avoir. Bah, nous aussi. On s'était manqué en Israël, en plus. On s'est manqué de très peu. Je vais quand même voir une des conférences, mais j'ai vu la conférence que tu avais donnée et là, je suis ravi, on va avoir une conférence là. Non, je rigole, pas de conférence ce soir, ça va être tranquille. Michael, ça va? Ça va super et toi? Nous, on se voit tout le temps. Dès qu'il vient à Tel Aviv, Ça arrive, ça. j'adore. Sur la plage, Bien sûr, sur la page. On salue Gordon, si vous pouvez nous avec le faire un Marcel. de temps en temps. Non, il faut voir Marcel. Côté de Sodour, c'est bien. Bien sûr. Qui en Marcel? C'est la petite affiche là, Marcel de Michael. Non, c'est rien, ça. Ça, c'est rien. La Marcel, c'est rien. Ouais, bah, J'ai la photo. Regarde la photo. Lancez la photo. C'est quoi ton Insta, Michael? T'inquiète pas. Je te donnerai le privé. Donc voilà, on est tous, vous connaissez pas, je sais pas, l'un l'autre, vous connaissez un petit peu. Alors, on s'est tous plus ou moins. Non, on s'est parlé. J'imagine, mais moi, non, il y a plein de gens. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire comme ça, toi, Philippe, devant les gens que, tu sais ce qu'ils ont fait toute cette année. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire là ce soir maintenant? Non, mais je pense que c'est même très compliqué de trouver un sujet de conversation parce que je crois qu'en fait, on a tous ici de manière quasi identique, à mon avis. J'en suis sûr. Malheureusement, on a ressenti
exactement les mêmes choses. L'injustice. Oui, non, mais ça, bien sûr. Oui, c'est-à-dire c'est l'injustice, c'est la tristesse, c'est ce sentiment d'essayer de lancer quelque chose et de pas être suivi. C'est ce sentiment d'aveuglement du reste de la population. Enfin voilà, c'est extrêmement troublant même pour nos cerveaux. Enfin, je parle devant votre contrôle à tous de constater que, par exemple, le monde entier ne s'insurge pas quand on voit que pour un otage innocent mort, on libère 100 terroristes vivants. Je dis mais ça choque personne. Juste ça. N'allons pas plus loin. Juste ça. Je veux dire mais il y a une injustice qui est évidente et je pense que j'ai ressenti moi en tant qu'acteur exactement. Il l'a dit merveilleusement bien David Schwimmer, l'acteur de Friends, en disant peu importe ce que vous pensez, levez-vous pour soutenir vos amis juifs. Levez-vous en disant non à l'antisémitisme. Ça veut pas dire qu'on est d'accord avec Netanyahou, ça veut pas dire qu'on est sioniste, ça veut pas dire qu'on est pro-palestinien, anti-palestinien, c'est juste dire non. On nous a bercé pendant des années avec le pas d'amalgame qui visiblement est valable pour les autres et pas pour nous. Donc c'est juste ça qui est triste. Et cette tristesse-là, je crois qu'on la porte, en tout cas pour ce qui me concerne, mais je sais que Cyril c'est pareil et que vous tous et toutes ici, j'imagine que c'est la même chose. On porte cette tristesse-là qui nous empêche un petit peu quotidiennement d'être heureux. Alors la question, comment on fait pour sortir un petit peu de cette tristesse qui quand même peut nous faire du mal, quoi, juste du mal aussi personnellement. À un moment donné en Israël, on a beaucoup de mal. On se dit, est-ce qu'on peut aller au cinéma? Est-ce qu'on peut revivre malgré tout? Non, mais c'est les questions qu'on se posait vraiment. La vie d'abord. La vie d'abord. Ce sont les Israéliens qui disent ça, bien sûr. Et que chaque fois que j'arrive à Tel Aviv, qu'il y a des gens sur la plage, parfois au début j'avais un peu honte. Je me dis c'est pas possible, on peut pas. Et puis mon mari qui est un Ashkénaze est très la vie d'abord me dit c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça la résilience, c'est comme ça qu'on les soutient. On va à la plage, on va au resto, on kiffe. Et il dit même il kiffe. Hein. Oui, il a 30 ans de vie commune. Et il a raison. Et il a raison. Moi j'ai honte et lui il a raison. Il dit non on y va et on fait exactement ce qu'il faut faire pour continuer à vivre. Le problème de la vie d'abord. Ok, on va au cinéma. Qu'est-ce qu'on a vu au cinéma? On a vu The Brutalist. Oui. The Brutalist, voilà. C'est quoi un film sioniste dans toute son acception du terme. L'histoire d'un architecte qui a échappé à la Shoah et qui reconstruit sa vie. Qu'est-ce qu'on est allé voir encore? The Real Pen. Real Pen. C'est l'histoire de deux garçons, deux cousins qui vont faire un voyage. Génial ce film. Génial. Magnifique. Le problème, c'est qu'on a vu que des films sur les Juifs. Le film sur l'unique aussi. On a vu et même le film sur Dylan avec Chalamet, Bob Zimmerman. Évidemment. Zimmerman quand même. Donc bon, ça nous a tous ramenés quand même. À un moment donné, le problème, c'est que depuis le 7 octobre, on a tous une autre vision, de nouvelles lunettes, qui nous donnent un autre regard sur la société, sur notre voisin, sur les gens autour de qui on vit, sur les gens qu'on aimait. On a changé d'amitié parfois, on a perdu des amis, on a admiré aussi des personnalités qui ont émergé comme ça. Moi, je te le dis, enfin, t'es à côté de moi, t'es une des seules personnalités du cinéma qui a pris position. Je trouve ça admirable, je trouve ça courageux. Il y a un moment, je me suis dit, il va flinguer sa carrière, il va plus tourner, on va plus rien lui proposer. Mais beaucoup d'admiration, quoi. Merci. Vraiment. Mais bien sûr que ça a changé. Il y a des choses, on n'a plus les mêmes lunettes aujourd'hui. Mais la vie continue quand même. Mais c'est exactement ça. Les événements sont très rares dans l'histoire. Et des événements, c'est des choses qui nous révolutionnent complètement et qui nous font sortir complètement de ce qu'on était. Et je crois que le 7 octobre, il y a eu deux choses. Il y a eu de la même manière qu'on dit qu'il y a des juifs de Kippour, tous les juifs sont devenus des juifs du 7 octobre. Ça veut dire que ça a défini notre rapport à l'être juif. Ça l'a complètement révolutionné, des gens qui se sentaient complètement étrangers, qui ne voulaient pas entendre parler de ce mot juif ou Israël, etc. et qui ont ressenti quelque chose de viscéral, enfin, qui venait des tripes. Moi, le 7 octobre, j'étais à Beyrouth. Et j'étais précisément la veille en train de faire une conférence sur la paix, sur l'avenir, sur la tolérance, etc. Et je me réveille le matin avec ces images que tout le monde a en tête et en voyant une parade du Hezbollah avec des civils qui faisaient la fête et qui distribuaient des bonbons et qui faisaient des feux d'artifice et qui mettaient de la musique. Et j'ai vu une journée de fête. Je l'ai vécu comme telle, en tout cas en tant que témoin. Et je crois que ça a changé complètement surtout notre regard. On a vu des gens qui croyaient viscéralement à la paix, qui se sont mis à dire, bon, ce mot, je sais plus ce qu'il veut dire. D'autres qui
qui au contraire étaient extrêmement crispés sur la défense du gouvernement israélien et qui se sont dit ce gouvernement, on sait pas où il nous mène. Et je crois que le pire et le plus vicieux dans toute cette histoire, tu parlais du cinéma, c'est qu'en fait on nous a dépossédés de notre condition de juifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain Occident qui veut entendre parler des souffrances de toutes les minorités a décidé que les juifs n'en étaient pas une. Et que quand les juifs souffraient, quand les juifs sont persécutés dans les écoles en France, quand les juifs se font insulter, se font agresser, se font lyncher sur les réseaux sociaux, dans la rue, etc., il n'y avait pas de racisme. C'était pas le fruit de cette haine-là, puisque la haine, c'était nous qui la dispensions avec du sang aussi. Donc c'était bien mérité. Et exactement. Et je crois que ces deux inversions-là disent tout du côté. Il y a un philosophe qui a écrit un très beau texte après le 7 octobre, Raphaël Zaguri-Orly, qui a dit « Perdre sa voix. On a perdu l'assurance de nos voix. » Simon, oui. Toi, tu as choisi quoi? Le combat. Tu t'es affronté à 4 pro-palestiniens hargneux devant toi. Tu choisis cette méthode? En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a tous trouvé des méthodes, des moyens pour répondre à la souffrance qu'on a tous vécue, soit autour de cette table et ceux qui nous regarderont. On a tous trouvé des moyens pour répondre à cette détresse. Moi, alors, j'étais pas au Liban, j'étais en Inde le 7 octobre. C'était horrible parce que j'étais seul, complètement seul. Pas un juif dans les 600 kilomètres à la ronde, d'autant que ceux qui m'entouraient parfois ne savaient même pas ce que c'était un juif. Et donc en fait, cette souffrance-là, cette douleur, elle s'est transformée en rage et elle s'est transformée en combat. Et toutes les premières vidéos que j'ai faites pour répondre aux influenceurs qui surfaient sur la vague anti-juive, anti-israélienne, je les ai faites depuis ma petite chambre perdue à Pushkar dans le Rajasthan en Inde. Alors pour la petite anecdote, ce qui est drôle, c'est que à Pushkar, il y a les collines, les montagnes, la chaîne de montagnes des Aravallis. Et alors j'ai fait une vidéo qui s'appelait, qui se voulait être le deuxième chapitre du plaidoyer pour ma terre de Pagani. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Plaidoyer pour ma guerre, en disant précisément que la paix, justement pour revenir sur ce mot de paix, en fait n'était pas une vertu lorsqu'il est synonyme de soumission et d'impuissance. Et en fait, je l'ai faite devant des collines, des Aravallis, et soudainement, dans les commentaires, il y avait un nombre, mais incalculable, de détracteurs qui disaient, vous voyez, les devant les collines de Cisjordanie, c'est un colon et tout ça. Je leur ai envoyé ma localisation en disant que j'aurais tout à fait pu le faire en Judée-Samarie, mais que pour le coup, j'étais... Donc oui, c'est vrai que ma réponse à moi, c'était de me battre et c'était surtout de donner à tous ceux, on parlait de voix tout à l'heure, à tous ceux qui voyaient leur voix en fait complètement éteinte, leur donner une réponse forte et assumée. Mais tu l'as fait immédiatement. C'est que nous, enfin moi, c'est pas vous, mais moi j'ai été sidéré. Et le temps de la sidération a duré. Il a duré et est arrivé aussi le temps de la crainte, de la peur, et puis ensuite sont arrivés immédiatement les insultes, ça te renvoyait à ce que tu étais ou ce que t'as jamais voulu être. Très franchement, j'ai jamais changé de nom, je m'appelle Ben Kemoun, j'ai toujours porté ça fait plus de 20 ans, ou presque 30 ans dans les médias. Jamais dans ma vie, jamais on m'a traité de juif ou de sale juif, on m'avait jamais renvoyé à ma condition de juif. Et ça a été le cas cette année? Jamais. Ça a été le cas cette année? Le 7 octobre, à partir de là, je suis devenu un sale sioniste, évidemment, et j'ai été menacé de mort. Jamais. Je ne suis pas croyant, je ne suis pas pratiquant. J'évite de fréquenter des juifs, enfin jusque-là. Je plaisante évidemment, mais... en tout cas, c'est réussi ce soir. Non mais attendez, ce soir, il y a des juifs à table ce soir? Il y en a pas. Mais jamais jusque-là on m'avait renvoyé. Et ce truc-là a été pour moi une sidération, qui a engendré ensuite une réaction. Chacun. Anaël, toi, ton ressenti, évidemment toi, le combat, tu as fait, je crois, un documentaire. T'avais envie de le faire, t'avais envie de faire quelque chose aussi? Moi, depuis le 7 octobre... Israël de la mer à la vie? Moi, de la mort à la vie. Non, de la mort à la vie. Moi, depuis le 7 octobre, il y a des questions que je m'étais jamais posées. Mais en dehors même d'être juif, là, dans 2 jours, on a la journée internationale du droit de la femme. Et je me suis demandé si si j'étais légitime à y aller, si j'allais pas recevoir comme des insultes, comme les femmes avaient reçu l'an dernier. Et c'est vrai qu'il y a des choses où je me dis, en fait, non pas rien n'est acquis, mais j'ai l'impression de vivre dans une sorte de monde parallèle où il y a comme une forme de présomption sur moi. Je suis
je suis une personne qui va avoir des souffrances et c'est normal parce que je suis juive. J'ai pas vraiment d'identité ni femme, ni homme, ni rien du tout en fait parce que je suis juive. Et j'ai l'impression que dans un autre monde parallèle, les seules personnes avec qui je suis totalement existante, c'est des juifs. Et c'est ça qui est alors que c'est des choses que je n'avais jamais vécues comme ça auparavant. C'est ça. C'est terrible. Wow. Ouais, mais alors moi je vais essayer de donner une voix pas discordante parce que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Bon, d'abord évidemment la situation d'injustice. Moi, je m'en tiens juste parfois aux formes. Quand je vois la manifestation, par exemple, qui s'est tenue au Trocadéro pour le petit Kfir, là. On pense qu'on veut de la géopolitique israélienne, mais vraiment ce qu'on veut. Moi, je suis ouvert au débat, plus ouvert, c'est pas possible. J'ai aucun problème même à débattre avec des LFI s'ils le veulent. Je te le dis. Mais quand tu vois une manifestation se tenir pour des enfants et se tenir avec ce niveau, je te dis, de dignité, mais vraiment un niveau de dignité, les gens étaient en silence. Ils ont chanté la Tikva, la Marseillaise, ils sont rentrés chez eux. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc les observateurs de l'extérieur qui voient des manifestations se tenir avec ce niveau d'humanité, parce qu'il n'y a aucune haine. On n'a pas prononcé une seule fois le mot palestinien dans cette manifestation. Et encore moins, la tristesse, et encore moins sous le signe de la haine, tu vois. Donc c'était de la tristesse et du recueillement. Donc les observateurs de l'extérieur qui voient ça et qui se disent pas, des gens qui se comportent comme ça ont peut-être pas forcément tort dans ce qu'ils disent. Ils ont peut-être une position un peu de réflexion, de recueillement. C'est pas des rageux. Parce que l'importation de la manière dont elle s'est faite de l'autre côté, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Et on l'a tous vécu avec des périodes de variable intensité. Voilà. Moi, des fois, autour de chez moi, j'habite dans un quartier, un bon quartier. Bon, ben voilà, on m'apprenait que la synagogue à côté, elle avait été taguée, que mon cousin qui avait traversé la rue s'était fait traiter de sale juif gratuitement, parce qu'il portait la kippa. Il est en Israël aujourd'hui. J'ai trouvé ça m'a vraiment scandalisé sur la situation des Juifs de France. Après, en retour, je dois voir que de l'autre côté, et peut-être qu'on l'a ressenti aussi, les Juifs de France, et je trouve ça dommage, se sont recroquevillés sur eux-mêmes. C'est normal. Mais quelle autre proposition? La peur. Oui, t'as raison, mais quand tu vois les sondages qui te disent que les Français, très majoritairement, soutiennent les Israéliens, se disent qu'un 7 octobre pourrait se produire en France, etc., moi, je t'avoue que, spontanément, j'ai de l'amitié pour la France, et j'ai l'impression que la France a de l'amitié pour les Juifs de France et pour Israël. Je les appelle pas les Juifs de France, je les appelle les Français juifs. Les Français juifs. Les Français juifs. Mais ce qui s'est passé au Trocadéro, pour Kfir, l'hommage, pour Kfir, pour les Bibas, il y avait qui? Au Trocadéro, moi j'y suis toutes les semaines et toutes les semaines c'est la même manifestation, la même dignité, les mêmes textes sur les otages. Il y a 300 personnes, c'est les mêmes. La Marseillaise et la Tikva, c'est pareil. Et c'est toujours extrêmement digne, extrêmement triste. Et c'est magnifique. Et voilà. Donc, et c'est les mêmes personnes. Alors attends, Cyril, je te vois un peu ému là. Je te vois un peu ému sur ce que tu entends depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, si tu veux, moi j'ai ressenti la même chose que quand j'ai perdu un proche. C'est-à-dire que je me suis senti en fait endeuillé pendant un petit moment. Et donc au début, j'ai eu de la colère, je me suis recroquevillé sur moi. Et mon travail, mon activité a fait que je peux pas... Que tu peux décharger ta colère. Alors oui, en frappant. Ça, évidemment. mais si tu veux, c'est pas ça la solution. Mais surtout que par les milieux que je fréquente, je suis pas du tout moi dans un univers, dans un écosystème juif. Je suis dans un écosystème relativement ouvert, voire beaucoup plus mixte. Ouais. Et en fait, j'ai eu des échanges, j'ai eu des copains qui se sont disputés avec d'autres, etc. Et il y a quelque chose, si tu veux, que j'ai ressenti, c'est le manque d'empathie de mes amis juifs et le manque d'empathie de mes amis d'origine musulmane et qui étaient pour la cause palestine et qui avaient du mal à comprendre le 7 octobre. Et en fait, je pense que ce qui permet d'avancer les pions, c'est juste d'écouter l'autre. Et en fait, moi, il y a plein de potes à moi rebeux, je les écoute, tu vois, et j'essaye de comprendre. Et quand tu comprends, quand tu l'écoutes, bah les gens sont plus apaisés et après tu peux avoir une discussion qui est quand même plus constructive que quand tu n'écoutes pas l'autre. Et je trouve que malheureusement, des fois, on a tendance à pas suffisamment écouter les uns et les autres. Et en fait, quand on s'écoute pas, on parle seul, quoi. C'est vrai. Ça, c'était super difficile. Ouais. Juste, je reviens très rapidement sur ça, mais c'est-à-dire que les images du 7 octobre étaient tellement violentes que d'un coup, tous les Juifs de France, d'ailleurs, toutes les personnes qui étaient impliquées d'une manière ou d'une autre dans ce conflit, ont été sommés d'avoir une position ultra radicale sur le sujet. C'est-à-dire que même dans la communauté juive, quand t'émettais un truc en disant
oui, mais truc, est-ce qu'une solution politique, on dirait, ah, ça y est, truc, on te prenait pour un ennemi de l'intérieur, en fait, tu vois. Et je pense que c'est normal, le ressenti des gens, ils étaient en souffrance, etc. Et le timing est mauvais, quoi, pour parler d'un État palestinien. Mais bien sûr. Mais c'est pour ça que je te dis, je le comprends. Non, je suis pas sûr que le timing soit mauvais. En fait, moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites absolument, et j'ai vécu la même phase de deuil. Je vais vous paraître surprenant, mais je suis très optimiste. Moi aussi. Je pense que tout ça va se. En fait, on est dans une période épouvantable où chacun. J'ai entendu, moi, il faut le dire, des Juifs dire j'en ai rien à foutre des gosses palestiniens, et j'ai entendu des islamistes radicaux dire j'en ai rien à foutre des. On l'a tous entendu, des enfants juifs. Je pense que ces gens-là parlent avec colère. La colère, tous les philosophes sont d'accord, c'est pas une vertu, la colère. Moi, je suis toujours surpris quand on est paysan en colère. Non, la colère, c'est pas une vertu, c'est même un péché grave. Et c'est quelque chose qui empêche la réflexion. Une fois cet émoi passé, moi, je vois de l'émergence. Il y a des mecs qui me donnent un espoir fou. Je sais pas si vous suivez sur Instagram, Ben le Patriote. Voilà. Bien sûr. Il y a des mecs comme ça, d'une honnêteté intellectuelle absolue, qui osent dire j'ai été antisémite parce que j'ai été élevé là-dedans et c'est une erreur et il faut changer. Et que ça, il y a des hommes de vertu et des hommes. Quand je dis des hommes, c'est au terme empirique, hein, des hommes et des femmes de grande vertu. Et moi, je pense que ça gagne toujours. Donc, je crois on n'est pas aidé en ce moment. Si on est tout à fait honnête, on n'est pas aidé. Notre meilleur copain, qui était Trump, il est en train de montrer au monde entier un truc. On se dit, ah putain, on a les pires potes du monde. Voilà. Le seul mec sur qui on avait un peu envie de s'appuyer en disant, presque envie de le défendre, en disant, mais c'est pas le même Trump. Là, quand même, il est bien. Bon, on voit ce qu'il fait que Zelensky, peu importe. Là, Ils sont plusieurs, en fait. Pardon? Ils sont plusieurs. Voilà. Bon, on est gêné. On est gêné parce que on a envie que ceux qui défendent la cause juive, la cause des enfants en règle générale, soient des grands humanistes, de la gauche d'autrefois, celle de Jaurès, etc. On a envie de ça et on se retrouve défendu par des mecs qui ont le bas-front et c'est très complexe parce que on est. Mais moi, je crois que la raison va arriver. J'ai l'impression, je sais pas, j'espère que mon enthousiasme est. Non, mais je suis vous le d'accord partagez, avec mais je pense que ça va aller. Voilà, on atteint un tel paroxysme d'horreur, c'est tellement fou de nous mettre en face des. Il y a un moment où tout le monde va se rendre compte que Rima Hassan, voilà, est pas très saine. Voilà, il y a un moment, on va se rendre compte que Mélenchon a une volonté révolutionnaire qui s'est découverte sur le tard, hein, qui annule toute possibilité de réflexion. On va se rendre compte, tout ça, j'en suis sûr. Voilà, j'ai cet espoir-là. Et puis, je suis obligé de dire que j'aime évidemment tous les juifs et juives du monde sont mes frères et sœurs, mais on est français. Et moi, j'aime ce pays profondément. Je ne peux pas croire, et j'ai trop de copains français catholiques, comme nous sommes français juifs, qui sont tout à fait acquis à la cause, j'allais dire à notre cause, mais à la cause humaniste en général, voilà, humaine. Donc voilà, moi j'ai même dans mes moments de désespoir, Nathan, tu voulais rajouter? Non, Nathan. Ouais, moi je pense que ce que tu as dit déjà sur la nécessité d'écouter l'autre, de pas s'enfermer dans sa bulle, c'est hyper important. Moi par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent j'ai perdu des amis depuis le 7 octobre. Moi je me suis interdit de raisonner comme ça, et il m'est arrivé d'entendre des gens, des proches qui ont pu me dire des choses abominables. Une intellectuelle égyptienne universitaire qui me dit qu'il n'y a pas eu de viol le 7 octobre, que c'est Israël qui a tué les victimes. Hein. Mais j'ai jamais voulu couper le contact parce que c'est toujours très important, sans faire du relativisme, hein, mais en effet d'écouter l'autre. Mais là où je suis pas si optimiste que ça, c'est que je crois que dans ce qu'on vit, il y a quelque chose de vraiment inédit. C'est que dans toutes les histoires où il y a eu dans tous les épisodes de l'histoire où il y a eu de l'antisémitisme qui a explosé, ça a été justifié tantôt par des raisons religieuses, les Juifs ont tué le Christ, tantôt par des raisons raciales, tantôt par des raisons économiques, etc. Là, on assiste à quelque chose, en fait, d'incroyable, qui est un antisémitisme du bien, un antisémitisme des droits de l'homme, un antisémitisme de l'humanisme. T'as parlé de ta blessure en tant que femme féministe, de voir que t'as été lâchée par toutes tes amies féministes. Moi, qui suis profondément de gauche, profondément humaniste, c'est une vraie blessure de voir qu'aujourd'hui, il faut dire les choses, c'est d'une partie de l'humanisme qu'est né l'antisémitisme qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre. Et c'est un antisémitisme qui parle la langue de l'humanisme, qui emploie le mot de droits humains, de génocide, etc., etc. Et donc, à partir de là où c'est terrible, c'est que vous avez plein de gens qui tombent dedans,
par pure naïveté, par pur mirage, par Tu as pur vu ce livre sur le Gaza et l'écologie? Oui, sortir, voilà. par exemple. Alors ça, exactement. Eux, ils savent très bien ce qu'ils font. Vraiment, Mais plein de gens. C'est un type très dangereux. C'est un penseur très connu qui Mais c'est ça, derrière quoi. lui. C'est un des point. Alors le point de l'humanisme et de l'antisémitisme bien. Eh bien en fait, on est tout à fait là-dedans, mais il y a, à mon sens, pas grand-chose d'étonnant. Parce que quand on regarde comment a évolué la haine des Juifs à travers les âges, eh bien ça a toujours fonctionné avec deux piliers, l'obsession et la diabolisation. C'est-à-dire que quand en effet la société était religieuse, quel était le crime le plus diabolisant dans une société religieuse? Bah, tuer Dieu, Tuer le Christ, déicide. À l'ère des théories raciales, quelle était la chose la plus diabolisante? Bah, être la pire des races. C'est ce qu'on disaient les nazis à notre égard. Quand on vit dans un monde communiste, soviétique, bah, quelle est la pire des accusations possibles? Évidemment, tenir les bourses du monde. Aujourd'hui, en Occident, la religion actuelle, ce par quoi jurent tous nos débats, toutes nos organisations, ce sont les droits de l'homme. Et quel est le pire crime possible dans le monde des droits de l'homme? Le génocide. Le génocide. Et donc, c'est pas un hasard. Et ça, c'est la diabolisation. Et si on regarde l'autre pilier, l'obsession, et on le voit à tous les niveaux, que ce soit dans les tweets de la France Insoumise, que ce soit dans les manifestations, que ce soit C'est une minorité. à l'ONU. Je pense que c'est une minorité. Je le pense sincèrement. Bien sûr. Mais que ce soit une minorité, Très active. ça N'empêche pas l'atmosphère. n'empêche pas. Ils sont super actifs. Hein. Il y a quand même une minorité, mais je pense que c'est une grosse minorité. Non, je crois pas. Simon, j'ai su il y a 2-3 jours, je savais pas, que d'enlever des enfants, c'était un crime contre l'humanité. J'ai appris ça. C'est qualifié en droit international comme étant un crime contre l'humanité. Je crois qu'il y a plein de gens qui se sont rendus compte que Kfir et Bibas, c'est épouvantable quand même. Les gens ouvrent les yeux. Bien sûr. Il y a une minorité qui essaye de faire croire que le juif est un colon dans l'âme, un sioniste voulant l'anéantissement des autres, etc., etc., etc. Et puis il y a la raison. Et j'ai trop d'estime. Enfin moi je connais plein de régions de France pour y avoir joué, pour y avoir traîné mes guêtres. Je sais que les Français sont pas des idiots. Ah, mais bien sûr. Donc il y a un moment où cette pensée-là, et je suis d'accord avec toi, Nathan. On se cache derrière la bien-pensance pour essayer de diaboliser, mais je crois que ça, déjà là, aujourd'hui, au moment où on se parle, je crois que ça marche déjà plus. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Tu ressens ça? Bon, regarde, juste, vous avez reçu les entrées. Je vous dis que c'est. Oh, nous en. Allez, vas-y. Non, mais on fait une petite pause. Allez, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Vas-y. Filet de bar grillé, trina à la menthe, et taboulé libanais. Fiduciaire Rive Gauche, bien plus qu'un cabinet comptable. Depuis plus de 40 ans, nous accompagnons les entreprises avec expertise et conseils sur mesure. Start-up, groupes établis, fonds d'investissement, hôtellerie, cinéma, nos 52 experts allient excellence comptable et solutions digitales pour optimiser votre gestion financière. Deux licornes nous font déjà confiance. Pourquoi pas vous? Fiduciaire Rive Gauche, votre croissance, notre engagement. Le moment ultime, cet instant où tout bascule. Chaque regard, chaque geste compte. Chez l'Émeraude, nos bagues de fiançailles portent la promesse d'un amour éternel, aussi pure et éblouissante que votre engagement. Votre oui, gravé dans un diamant d'exception pour l'éternité. Tu veux dire que c'est juste une ça? Et qu'est-ce qu'on boit? Alors, qu'est-ce qu'on boit ce soir? Celui qui boit du vin. On boit, alors attends, on boit en blanc un Riesling allemand, domaine Hans Wirsching 2023, minéral, long en bouche, etc. Ça, c'était pour le blanc. Et le rouge, je me marre parce que... Non, ben, il se marre parce qu'il est obligé de satisfaire les sponsors. Alléluia. T'as bien compris. AOC. Il l'a pas payé. Je me marre le mec qui découvre les marques. Ah oui, alors, Merci à NordVPN. Mais alors, il est très bon, le sponsor. C'est Bacchus. Voilà. Ben bravo, Bacchus. Bravo. merci pour le Laisse-moi le C'est la promo, c'est la promo. Stéphane, t'en remercie beaucoup. Il s'est payé grassement sur cette émission. Pas du tout, il gagne
juste offert le vin, mais c'est gentil déjà de nous avoir offert le vin. C'est du Bacchus, vin Bacchus, donc c'est le distributeur, et on boit, un Alléluia AOC 2022, réalisé par les Chabad de Catalogne. Wow. C'est espagnol, profond et puissant, idéal pour les viandes. Eh ben, alors moi, je fais la pub gratuitement, hein, je ne réclame rien. Je l'ai goûté, il est très bon. Voilà. Et j'aime pas le vin espagnol pour autre. Donc, si je le dis, c'est très simple. Alors, c'est et j'aime pas trop les Rabat non plus. Nous, on connaît la on n'a pas besoin de citer les marques, de boire à table. Et nous, on a le droit, nous. Et le vin et tout. En Israël, on a le droit. On fait ce qu'on veut. Donc voilà, c'est très bien. On a un bon vin pour ce soir. Et un vin allemand, quand même, je dis un vin allemand et un vin espagnol. Voilà. C'est fait. Qui veut du vin allemand? Du vin allemand. On va rester sur la Catalogne. C'est toi qui as des origines. Ah oui, bon, alors, mais il est en rouge, là. Tout le monde est en rouge. Tout le monde a ce qu'il faut? Du blanc. Du blanc, super. Donc on sait qu'Olivier, c'est blanc. je veux quand même, si on continue la discussion, rebondir. On reste dans la transition. Sans transition, là, il n'y a pas de cut, il n'y a rien. Mais je veux quand même dire quelque chose, évidemment, c'est que la France n'est pas un pays antisémite. Non, ça c'est sûr que non. Les Français, dans leur grande majorité, n'ont aucune malveillance à l'égard des Juifs, et une bonne majorité, en tout cas, a une certaine bienveillance à l'égard de cette minorité. Mais ce constat-là ne peut pas nous faire oublier que la stratégie de la France insoumise, elle ne repose pas seulement sur du fanatisme idéologique. Elle repose aussi, et il faut le dire, parce que si on parle d'antisémitisme, il faut nommer les choses d'où il vient. Une stratégie qui est portée qui est fondée sur une analyse démographique et culturelle des choses. C'est-à-dire qu'il y a en France, et si on n'en parle pas et si on met pas les mots dessus, on ne peut pas, en fait, adresser le réel. Il y a aujourd'hui, dans une partie de la population française issue de la culture arabo-musulmane, une haine culturelle issue, voilà, de la culture arabe à l'égard des Juifs. Et c'est pas anodin si aujourd'hui la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ont décidé de faire de Rima Hassan leur nouvelle égérie. Tout simplement parce qu'ils ont bien compris que c'était leur nouvelle clientèle électorale. Évidemment, quand on parle de tout ça, quand on parle de ces ensembles-là, on généralise et on ne parle pas des exceptions, des grosses minorités ou des petites majorités. Mais si on est obligé à chaque fois, en fait, de jalonner notre discours d'exception, alors on ne parle plus. Non, mais Simon, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense que, ou j'espère. Alors peut-être que ma vision est troublée. Moi, je pense que la grosse partie de la clientèle musulmane, elle en a rien à foutre de Rima Hassan. Voilà, c'est ce que je pense. Moi, je vis, j'ai vécu, tu t'en doutes, quand j'ai fait la première émission, c'était quelle époque avec Léa Salamé, où pourtant j'ai eu l'impression, et c'en est pas qu'une parce que c'est mon opinion, d'être extrêmement modéré, en disant bien à l'avance, j'ai autant de peine pour les futurs enfants palestiniens qui vont mourir à la riposte d'Israël, qui n'avaient pas encore riposté puisque c'était le 10 octobre, que j'en ai aujourd'hui. Mais je disais aussi, je sais très bien que ces propos, personne s'en souviendra, et que dès que la diffusion de cette émission aura lieu, je serai traité de sioniste, de sale juif, etc., ce qui n'a pas raté. Et il y a un moment, quand tu es assailli sur les réseaux sociaux, Olivier, tu connais ça, enfin on connaît tous ça, t'as un moment, t'as l'impression que le pays entier t'en veut et veut ta mort. Voilà. Et je passe mon temps depuis à aller en tournée et je rencontre que des gens adorables. Je fais des photos et des selfies avec des gens de confession musulmane tous les jours, Dieu merci, avec des gens qui viennent même à mon spectacle. Donc je ne crois pas qu'il faille se faire avoir par Rima. J'aime bien quand tu dis Rima Hassan, parce qu'il y a un petit truc qui doit l'agacer, donc on va dire comme ça. Voilà. Il y a elle, il y a Rima Hassan et ses potes, et il y a l'immense majorité. Et dans l'immense majorité, il y a des Ben le patriote. Je fais pas une fixation sur lui, mais il y a plein de gens merveilleux. Il y a plein de gens qui tous les jours. Je vais te dire, même si c'est une minorité. Désolé, hein, Philippe. Non, mais je t'en prie. Je pourrais pas être franc-maçon, mais ça va. Même si c'était une minorité, je trouve qu'il faut en parler de cette minorité et il faut parier dessus et mettre tapis dessus. Parce que si on commence à généraliser à l'excès et qu'on fait comme toi en disant, bon, de toute façon, pour tenir un discours, faut bien généraliser. Tu condamnes ceux qui éventuellement, pour être de notre côté et dans le camp du dialogue, à être dans le camp de ceux qui nous détestent. Donc,
je pense qu'il faut en parler de cette minorité, même s'il y en a 20 ou 30%. Et il y en a probablement 20 ou 30%. Mais en parler ne peut pas parier occulter, à mon sens, en parler de ces gens qui sont très bien. Il faut absolument en parler. Ouais, bien sûr. En parler. Oui, en parler. Ça n'empêche pas de parler de l'antisémitisme. En fait, à occulter une réalité. Oui. Qui est massive. C'est pas quelques technos qui sont là dans les rues. C'est pas des Che Guevaristes. Il y a je voyais récemment qu'il y a un sondage qui est sorti. Sondage du CRIF. Et je pense, non pas le sondage du CRIF. Il est intéressant celui-là. Il est intéressant, mais un sondage qui m'a vraiment frappé. C'était pour donc les 10 ans de Charlie Hebdo. Qu'il y avait aujourd'hui chez les jeunes musulmans, 8 musulmans sur 10 qui estimaient que les caricatures n'auraient pas dû être publiées. Là, le désaccord que j'aurais avec toi, c'est pas que les musulmans, c'est les jeunes. Oui. Les jeunes en général. Tu parlais déjà je dirais les moins de 40 ans. de l'antisémitisme et de LFI. Moi, là, j'ai un profond désaccord avec toi sur un point. C'est que, toi, si je te comprends bien, tu dis que quand Mélenchon, Rima Hassan, Émeric Caron, rentrent dans une rhétorique antisémite, ils le font par clientélisme, par calcul. Moi, je pense qu'ils sont sincères. Aussi. Et qu'ils sont profondément sincères et qu'ils parlent pas du tout la langue de l'islamisme en se disant on parie sur des calculs. Ils parlent une langue qui est celle d'une partie de la gauche qui, depuis le 19e siècle, a eu une histoire qui a été empêtrée dans l'antisémitisme. Absolument. Le seul point commun entre Proudhon et Marx, qui étaient en désaccord sur tout, qui s'insultaient sur tout, c'est qu'ils ont tous les deux été viscéralement antisémites. Mais là, je ne parle pas de la sincérité. Je parle simplement du fait que si Mélenchon décide de mettre plus de gens comme Rima Hassan que Corbière, c'est que ça suit une stratégie. La question, c'est pas de savoir s'ils sont sincères, c'est de pourquoi ils sont mis en avant Ce que aujourd'hui. je te dis, c'est que c'est pas un discours qui vient que de l'islamisme. Que de l'islam. Il y a Villepin. Il y a bien sûr, le discours de l'antisémitisme old Attention, school. je ne parle Qui pas. est là en ce moment, D'ailleurs, exulte. Je parle pas seulement de l'islam et de l'islamisme. Je parle, par exemple, de la communauté algérienne qui, plus que d'autres pays dans le monde arabe, par exemple, est biberonnée, en tout cas en Algérie, de discours anti-israéliens, anti-juifs. Le yahoud, c'est une insulte. Le juif, c'est une insulte. Et pourtant, si j'écoutais mon père qui n'est plus de ce monde, comment ça a été différent? Les juifs et les arabes marchaient tellement main dans la main. Michel, tu peux nous en parler de ça? Attends, mais ça c'est intéressant. Philippe, tu as lancé Michel qui est spécialiste de la Tunisie. Non, mais ça c'est un discours qui est, comment dirais-je, qui est très bien pensant. Oui, il y a eu des périodes merveilleuses, mais il n'y a jamais eu vraiment d'âge d'or. Pourquoi? Parce que les Juifs en terre d'islam, ils sont arrivés d'ailleurs bien avant les Arabes, puisque les Arabes sont arrivés au 8e siècle et ils étaient pour la plupart bien avant, ont été des dhimmis, Gilles. Qu'est-ce que ça veut dire des dhimmis? Ça veut dire des gens soumis. Ça veut dire des inférieurs. Vous pouvez frapper dans la rue sans rien. C'était des gens protégés, comme les chrétiens. Mais les chrétiens, beaucoup se sont convertis ou sont partis. Les Juifs sont restés. Ils sont restés une minorité soumise. Donc une minorité soumise n'est pas une minorité égale avec les gens qui la soumettent. Donc les musulmans, que ce soit au Maroc, que ce soit dans toutes les terres d'islam, ont été les maîtres des Juifs. Et le problème, un des problèmes, je pense, qui se passe aujourd'hui en Israël, c'est vraiment ça. C'est comment ces dhimmis peuvent se révolter. Comment ces dhimmis peuvent... Alors, je reviens sur toute l'histoire de ma famille paternelle qui ne m'a jamais parlé comme ça. Mais jamais. C'est-à-dire qu'ils étaient tous à dire, même que les petits arabes venaient au Talmud, que les petits juifs allaient... C'est pas quelque chose d'individuel. Bien sûr qu'individuellement, on était amis, etc. Évidemment. Je parle d'une histoire globale. Oui. On parlait avec Simon tout à l'heure parce que j'avais lu un de ses papiers de l'exposition à l'Institut du monde arabe sur les Juifs d'Orient. Moi, je suis extrêmement choquée par cette exposition. Par exemple, un exemple entre 1000, le cartel sur les dhimmis, il y avait 2 lignes. Or, c'est le phénomène le plus important qui pouvait caractériser les Juifs en terre d'islam pendant en Tunisie, par exemple, ça s'est arrêté en 1867 parce que l'Empire ottoman, tout d'un coup, tout ce monde arabe était sous domination ottomane, a décidé que finalement on émancipait les Juifs. Mais jusqu'au 19e siècle, jusqu'à la moitié du 19e siècle, les Juifs étaient des gens soumis. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, le protectorat ou la colonisation les a en quelque sorte libérés de tout ça. Mais c'était compliqué parce qu'ils étaient entre le marteau et l'enclume.
entre les Français qui étaient vraiment pas formidables et le monde arabe qui était pas génial non plus. Mais ils ont réussi à s'en sortir, beaucoup à se déjudaïser, beaucoup à se franciser, à apprendre le français, etc. grâce à cette colonisation qui, par ailleurs, n'a pas été quelque chose de formidable non plus. Donc, c'est ce que je veux dire, Gilles, c'est pas que votre père il n'est pas ami avec Philippe. Gilles est en tournage, mais oui. Philippe est... Excusez-moi. Parfois, il m'arrive d'appeler mon second mari, prénom de mon premier, donc... Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, c'est vrai, individuellement, on était tous amis, mais en réalité, c'était ce qui se passait, c'était beaucoup plus complexe que ça. Alors, Michel, pardon. Moi, comme Philippe, c'est les mêmes histoires m'ont été racontées. Mon père, il est en Algérie, il a vécu en Algérie, il était à côté d'Oran. L'immeuble où il vivait, c'était pas un immeuble de juifs. L'immeuble où il vivait, c'était un immeuble qui était mélangé avec les Arabes. Ouais. Et la vie, ses copains dans la rue, parce que la cour c'était la rue, et ben c'était les petits Arabes. Et les fêtes, les uns et les autres, ils les faisaient ensemble. Oui. Et les familles les faisaient ensemble. Et c'est cette histoire-là qu'on nous a racontée. C'est pas l'histoire de la haine qui est arrivée plus tard. D'ailleurs, il y a eu un blackout. Après, c'était terminé. On nous a plus raconté. Ah mais non, mais même nous, on a sans remonter à l'histoire de nos parents. Mes parents, moi, mon père parlait l'arabe. J'ai été élevé avec des mots. Par exemple, à tes souhaits n'a jamais existé dans ma famille. Moi, on disait Taïch. Parce qu'on était des juifs de culture arabe. Voilà, oui, mais ce que je veux dire, c'est que on est des juifs, comme on est français juifs ici aujourd'hui. Et comme on dit à tes souhaits ici en français. Oh, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, moi, ma génération, moi, j'ai grandi dans les années 80. J'ai porté touche pas à mon pote, et sincèrement, ça n'existait pas. Noirs, juifs, arabes, il y avait le vivre ensemble dans les années 80. Et ceux qui luttaient, quand il y avait un Le Pen qui à l'époque s'insurgeait que ça, pour nous c'était le diable. On a dit, mais qu'est-ce qui vient nous faire chier celui-là? Ça se passe très très bien, la vie. Ah, aujourd'hui on dit c'était un visionnaire, etc. Mais il faut se remettre à l'époque que moi j'ai vécu. Non, c'était pas un visionnaire. Il montrait du doigt un truc que nous ne sentions pas. Et pas parce qu'on était des immenses privilégiés. Moi j'ai grandi à Savigny-sur-Orge dans un, c'était pas du tout, j'étais pas à Versailles à côté du château. Donc ce que je veux dire c'est que le monde là a basculé dans un truc que je ne comprends pas, qui m'exaspère et que je ne veux pas voir. C'est la peur, Gilles. Ce que je veux dire, c'est que mais ce que j'ai dit chez Léa Salamé, ce que je peux aujourd'hui, ce qui me rend en colère, ce qui me met en colère, c'est que, mais c'est en même temps je dis ça, et puis j'ai un copain, un comédien qui m'a envoyé un truc très joli quand la diffusion de l'émission est arrivée. J'avais dit où sont mes copains musulmans modérés? Pourquoi ils viennent pas nous aider cette fois-ci? Parce que nous, on les a aidés en 81. Pourquoi ils viennent pas nous aider? Et j'ai un copain qui m'a écrit, mais on est là. Voilà. Cyril. Ce que je voulais dire, Philippe, c'est que, si tu veux, je pense que beaucoup de juifs, en fait, ont peur. Enfin, en fait, c'est un réflexe humain. Et quand ils ont peur, je pense qu'ils projettent dans l'autre, tu vois, une sorte de miroir qui fait que, c'est difficile. Et le juif qui a pas peur, tu vois, moi, par exemple, je suis en terre d'islam tous les jours et j'ai pas de problème. Tu vois, j'ai pas peur d'écouter l'autre, j'ai pas peur d'être avec l'autre, et quelque part, au-delà du fait que ce soit de la boxe, tu vois, le fait d'être dans un sport, je pense que quand tu vas sans calculer la couleur des gens, ça se ressent. Tu vois, et en fait, même si le monde a changé depuis les années 80, j'imagine, tu vois, il y a beaucoup de communautarisme dans toutes les communautés, mais le fait d'aller dans des environnements, tu vois, pluriculturels, et d'y aller comme si t'allais n'importe où, les gens ça les fascine, tu vois, ils adorent. T'as connu toi le vivre ensemble, toi, t'as pu connaître ça? C'est-à-dire, il le connaît en ce moment. Mais ça veut dire quoi? T'es jeune, quoi. T'as vécu ça. Ça veut dire qu'on s'en fout, qui est juif, en fait, t'as vécu ça comme Philippe l'a vécu. Moi, si tu veux, j'ai grandi en banlieue parisienne, et du coup, moi, j'ai connu un juif, c'était mon premier copain, mais je savais même pas qu'il était juif, tu vois. Et après, nous, on a été élevés dans quelque chose de juste les traditions, les petites fêtes de tradition, etc. Et donc, j'étais pas attaché à me faire des copains spécialement juifs. C'est venu sur le tard. Parce qu'en fait, c'est drôle le monde. C'est ton nom qui te rattrape et après t'es content. Mais en fait, c'est assez drôle la vie. Comment ça s'est fait pour ma part et pour plein d'autres juifs, j'imagine. Mais si tu veux, moi jeune et encore aujourd'hui, j'essaye pas d'avoir un juif en face de moi. Même si il y a quelque chose en moi qui, c'est vrai, depuis le 7 octobre, fait que je vais me sentir plus à l'aise parce que. Mais en fait, je pense que c'est pas, on se trompe, c'est pas depuis le 7 octobre, c'est le monde actuel qui fait qu'en fait,
Tu vois, quand tu vas sur Instagram, quand tu vas sur n'importe quoi, on te montre que tes amis, on te montre que les choses que tu veux voir. Et les gens, en fait, moi, mes parents, il y en avait un de droite, un de gauche, ils se tapaient, tu vois, à table et ils étaient pas d'accord. Et aujourd'hui, je pense qu'on a plus de mal à rester copains avec des gens avec qui on n'est pas d'accord, on veut qu'une voix. C'est ça. T'as eu des gens qui n'ont pas voulu combattre avec toi, parce que t'étais juif. Est-ce que t'as eu des désistements, des boxeurs qui n'ont pas voulu combattre avec toi? Non. Parce qu'en Israël, ça existe évidemment, tu sais, les Israéliens sont quelquefois boycottés. Toi, non. Non, j'ai ressenti une différence. Je rappelle qu'il est 6 fois champion du monde. Respect. De kickboxing. Je rappelle comme ça celui qui voudrait... Celui-là, c'est notre fierté. J'ai ressenti une différence peut-être dans les supporters, tu vois, où il y avait moins de... Où ça a pu changer, tu vois, où effectivement, des gens qui me connaissaient pas. Après, dans mes adversaires ou quoi, j'ai jamais eu depuis le 7 octobre, il n'y a pas eu de mecs spécialement. C'est arrivé aux Jeux Olympiques. Bah oui, ça arrive. Mais ça arrive, bien sûr, mais c'est pas parce que... Mais il y a un sujet quand même dans les vestiaires, alors de foot, je sais pas dans ta discipline, mais en tout cas dans les vestiaires de foot. Il vient d'y avoir une mission flash à l'Assemblée nationale, justement pour ça, pour dire attention, il y a une radicalisation, attention, il y a une dérive, attention, dans un lieu où il devrait pas y avoir de différence, où tout devrait être gommé, c'est-à-dire le vestiaire, le sport. Eh ben non, il y a du communautarisme, et un communautarisme tel que on en arrive justement à être exclu, à exclure un certain nombre de gamins parce qu'aujourd'hui ils sont pas là où ils devraient être, où ils sont, on n'en veut plus, ils sont pas musulmans, on les fait. Moi je pense qu'il faut dire les choses. Tu sais, moi dans les vestiaires, plein de fois, il y avait des mecs qui faisaient la prière. Ben ils font ce qu'ils veulent, mais je vais pas pour autant sortir ou faire. Je suis là, et lui il est là, et en fait ça le dérange pas que je fasse du bruit. Ah, je vais pas lui. Et si tu mettais les téfilines je fais devant lui. C'est une bonne question. Tu penses que ça poserait problème? Parce que c'est ça le truc. Moi, je vais parler depuis parce que Philippe nous parlait de sa génération qui a été un peu innocente vis-à-vis de ça. On s'en foutait des origines des uns et des autres. Moi, je trouve ça magnifique. Je pense déjà que c'est parce que la France était assez solide à l'époque, donc c'était une espèce de ciment entre les communautés. Alors qu'aujourd'hui, la France, ça veut plus dire grand-chose dans la tête des jeunes de mon âge. Et alors les plus jeunes, je te raconte même pas. Mais je pense quand même qu'il y a eu une innocence et peut-être une naïveté pendant des années vis-à-vis de ça. Tu crois pas? Non, je crois pas. Tu crois pas qu'il y a un antisémitisme quand même qui était palpable? Mais il y a longtemps, parce que il analyse, c'était il y a 20 ans quand même. C'était il y a plus de 20 ans. Il y avait un analyse, c'était il y a 19 ans. Les mômes des banlieues, on appelait pas ça les racailles et machin, on appelait ça les loupards. Et les loupards, il y en avait de toutes les couleurs, des Portugais, des Juifs, des Noirs, des Arabes. Il n'y avait pas de différence de fait. C'est l'histoire de Élie et Dieudonné, qui allaient bouffer chez la mère l'un de l'autre, qui ont exactement mon âge. C'est l'histoire je peux t'en citer 1000, où vraiment, ça n'existait pas. Et on s'en foutait. Et ceux qui avaient un discours contraire, on les regardait comme des démons. Moi, j'ai combattu, au même titre qu'aujourd'hui, je combattrais l'antisémite depuis toujours. J'ai combattu le GUD à l'époque, bien sûr, qui était d'extrême droite. Il fallait le faire. Mais dans ce que tu dis, à mon avis, il y a un truc qui est hyper important. Ça n'enlève. Je suis désolé, mais ça n'enlève que, franchement, et je trouve, il y a une réalité culturelle. Là, c'est là que je rejoins Simon. Merci. Dans l'islam, il y a de l'antisémitisme, il y a de quoi trouver de l'antisémitisme, en tout cas dans l'islam. Ouais. Ça s'est réalisé de manière concrète dans les pays arabes à l'époque. Après, c'est toujours trempé dans une réalité nationale, culturelle. Le Maroc n'est pas la même chose que l'Algérie, qui n'est pas la même chose que la Tunisie. Donc moi, j'ai jamais été dans le truc, un arabe, c'est un arabe. Et personne ne l'est. Je déteste ce discours. Non, parce que personne ne l'est. On peut entendre parfois une généralisation de les arabes nous aiment pas. Mais je trouve que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas de l'affectif dont je parle. Non, bien sûr, c'est une réalité. Une observation. Tu vois, ça n'a rien à voir avec de la D'accord. Et c'est ce que je disais à Philippe. Donc, individuellement, bien sûr que tout le monde était. Il y avait en Tunisie, par exemple, c'est une mosaïque. Il y avait des Italiens, il y avait des Corses, il y avait des Siciliens, il y avait des Grecs. Donc, c'est pas un truc affectif. C'est quelque chose. Tu vois. Effectivement, que politiquement, vous avez raison. Il y avait ils payaient même un impôt. Bien sûr. Mais est-ce qu'ils étaient peut-être pas mieux là, quand même, que dans beaucoup de pays? Alors, il est évident que les chrétiens étaient beaucoup plus durs avec les juifs que l'ont été les arabes. Évidemment, bien sûr. Tout à fait. Ça dépend à quelle période, en plus. C'est pour ça qu'à mon avis, ce que tu disais, c'était hyper important. Quand tu parlais d'Instagram. En fait, si on réfléchit à la manière dont les gens ont vécu le conflit depuis 1 an et demi, notamment les jeunes générations, sur Instagram, Twitter, les réseaux sociaux, ils se connectent et ils voient uniquement les comptes qui suivent déjà. Donc, c'est-à-dire des comptes qui sont d'accord avec exactement leurs préjugés et qui vont leur montrer du monde la version qu'ils veulent déjà en voir.
Donc en gros, t'es déjà pro-palestinien, t'as une sensibilité plus proche de la Palestine, Ouais. tu ne vas voir que les enfants qui meurent à Gaza, t'as une sensibilité plus proche d'Israël, tu ne vas voir que les X comptes qui sont liés à ça, et il y a plus de dialogue possible, il y a plus de compréhension de l'autre qui est possible. Je crois que c'est extrêmement dangereux. À l'heure en plus où il y a plein de pays musulmans qui sont en train de faire la paix avec Israël, qui l'ont déjà signé, qui vont la re-signer demain. L'Arabie Saoudite, leur comportement est intéressant. Je sais pas si vous avez vu ce qu'ils ont dit juste après la libération l'échange des cadavres de la famille Bibas. J'ai pas vu. Ils ont dit que le Hamas était contraire à toutes les valeurs de l'islam. Le plus grand responsable religieux saoudien qui a dit ça. Ce que je veux dire, c'est que je crois que c'est dangereux de rentrer dans une logique essentialiste. Je suis d'accord. Il y a une histoire. Cette histoire, elle existe. Si on commence à faire l'histoire de l'Europe, on peut aussi rappeler que l'Europe a gazé les Juifs, les a brûlés, les a industrialisés, leurs morts, etc. Mais que, en effet, il faut avoir cet espoir-là. Et qu'à mon avis, si on se l'enlève, on peut presque arrêter de dîner et rentrer chacun chez soi pour se tirer une balle dans le pied. C'est intéressant parce qu'on parle d'espoir. Aujourd'hui, c'est... Parce que là, on parle soit d'observation, soit d'espoir. Oui. C'est-à-dire qu'on peut toujours se dire, c'est vrai qu'en Europe, il y a eu de l'antisémitisme, mais au final, c'est quand même l'Europe qui a émancipé, en France par exemple, les Juifs, c'est l'exceptionnalisme européen. Il y a évidemment la Shoah, l'horreur des pogroms et toutes les horreurs qu'on a connues, mais c'est aussi le revers de la pièce, de la médaille, pardon. C'est aussi en France que les Juifs, heureux comme un Juif en France, qu'on a eu des droits. Là où moi j'ai du mal en fait avec cet optimisme et cet espoir, c'est que oui, dans les pays arabes, il y a des expériences individuelles positives. Mais à quelles conditions? À la condition que le juif reste insoumis. C'est-à-dire que dès lors que les juifs ont commencé à vouloir retrouver leur dignité, retrouver leur existence nationale, il était inconcevable dans l'inconscient ou la conscience arabe, musulmane, qu'une terre, on parle de la Palestine, de la terre d'Israël, qu'une conquête arabe, qu'une conquête musulmane, en fait, soit réversible. Et je pense que on l'oublie. On dit souvent, et c'est le discours de nos grands-parents, de dire mais en fait tout ça, ça a commencé à partir de 48. Et c'est pas tellement vrai. Non, c'est pas vrai du tout. Et moi, je trouve qu'on est trop sérieux, là. On est trop sérieux. On est très sérieux. Nathan, t'as pas une blague? J'ai fait 2 découvertes. Tu nous as fait un piège. 1, ce dîner est filmé. 2, je vous ai entendu. Et 3, si je veux juste réagir par rapport au débat, j'entends tout ce que vous dites, mais je pense que c'est extrêmement dangereux de commencer à vouloir analyser ce qui se passe à travers, en gros, le choc des civilisations. Il y a une lecture de l'islam. Il y a dans le Coran des versets antisémites. Il y a une lecture de l'islam l'islamisme et les variantes de l'islamisme qui est hyper antisémite. Il y a aujourd'hui plusieurs pays musulmans, l'Algérie, qui développent un antisémitisme d'État. Mais il y a aussi, moi je pense que tu devrais raconter... Un philosophe algérien, j'ai démarré un livre que vous êtes plus intellectuel que moi, vous avez peut-être lu, qui s'appelle Hamas, qui a été écrit par un... Et c'est pourtant un Algérien. Et c'est assez étonnant parce que l'Algérie, quand on analyse, on peut venir à ce que tu dis. Et pourtant, je pense, vous pouvez me dire si je me trompe, c'est un des pays où il y a le plus de philosophes d'origine musulmane qui vont avoir des positions relativement... totalement raison. Et d'écrivains aussi. Mais moi, je trouve que tu devrais raconter ton anecdote de l'ami de Gaza. Pendant que vous parlez sérieusement, il y en a un qui picole. Ouais, mais attention. Que le vin du sponsor, tu devrais rappeler. Non, mais Nathan, J'ai bien un peu de sponsor aussi. T'as remarqué J'ai bien un peu de sponsor. Il est très bien ce sponsor, vraiment. Non, mais t'as remarqué, il est malin, il prend des petits verres. Il prend des petits verres. Il est très sage aussi. On essaie de réfléchir. Chacun sur des strates différentes, mais on n'est pas du tout dans la... J'essaie de trouver ce qui est pertinent dans l'orientation des choses. C'est quoi? Mais pas, bien sûr. Et bien sûr que c'est beaucoup plus complexe qu'on... On me dit en régie que c'est super intéressant, mais ils ont envie de se marrer un peu là-bas. On va vous présenter. Ils ont envie de blague juive, je sais pas. On va se présenter ce plat déjà qui arrive, super, qui arrive, et c'est un paleron de bœuf. Et qui est très beau. Il est bon, hein. Abricot et pruneaux, avec du riz safrané. Magnifique. Très beau. Perse. Attention, il est perse. Iranien. On attend mon âge. On a bu un vin allemand et on est tout doux.
Magnifique la cuisine iranienne. Magnifique, formidable. Bon, alors, regarde, déguster tranquillement. Moi, je voudrais quand même qu'on fasse le dîner en 2 parties. On a fait un tour de table intéressant, vraiment très profond et tout. Mais ça, gardez-le pour les plateaux télé. Exagère. C'est News, BFM, tout ce que vous voulez. Donc là, on est pour se détendre un petit peu, mais c'était vachement intéressant et bravo. Et on va continuer. D'ailleurs, je voulais entendre Anaël déjà, pour finir là-dessus sur ce point. Tu voulais, Nathan, qu'elle évoque. Moi, je trouvais que ton histoire de l'ami de Gaza, elle était intéressante. C'était quoi? Donc moi, avant le 7 octobre, j'étais complètement, j'avais vraiment de tout comme amie. J'avais même pas même à notre mariage, j'ai une copine qui m'a dit, c'est drôle, je suis la seule juive. Donc on avait 30 copains et tous sont non juifs. Et j'avais beaucoup d'amis musulmans. Et notamment une fille qui vivait à Gaza, qui était gazaoui et qui était franco-gazaoui, et sa famille vivait et vit encore à Gaza. Et le jour du 7 octobre, en fait, moi, ma famille est israélienne, donc tout le monde vit là-bas. Le jour du 7 octobre, j'ai pensé à ma famille et j'ai pensé après à la seule personne qui vivait à Gaza, c'est-à-dire à elle. Et je me doutais bien qu'il allait y avoir une riposte d'Israël connaissant ce pays. Et la première personne qui m'a écrit, en dehors de ma famille, c'est elle. Et elle m'a dit, donc ça m'a vraiment impacté parce que je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit elle qui m'écrit, parce que c'est vrai que tu présumes que c'est la personne de Gaza qui te déteste. Elle m'a dit, Anaël, j'espère que ta famille va bien, j'espère que tu as des nouvelles de ce qui se passe, et sache que ma famille, comme moi, qui vivons souvent et qui vivons à Gaza, elle a vécu à Gaza, ne sommes pas avec le Hamas, détestons le Hamas et faisons en sorte qu'un jour, toi et moi, nous puissions traverser cette barrière, cette frontière entre Gaza, et que nous puissions manger dans la famille de l'un et de l'autre. Et ça, c'était après le 7 octobre. J'ai eu la même anecdote, je peux raconter la même. Mon mari est chirurgien, et il a eu, quand il était à Cochin, un interne. Maxillofacial, ça t'intéresse? Il a besoin d'autre chose, là. Il a eu un interne, mon mari. Il a eu un interne gazaoui, un type brillantissime qui a travaillé avec lui pendant. Et puis ils sont restés en contact tout le temps. Et après le 7 octobre, ce type dont j'ai oublié le prénom, lui a envoyé un message, mais un message oral sur Messenger, et racontant un peu ce qu'il disait, etc. Et à la fin, il a terminé par. Et c'était très courageux de sa part. Il n'est pas du tout Hamas, hein. C'est lui, il le documentait, il l'a documenté pendant des années sur ce qui se passait. Il travaillait à l'hôpital Al-Shifa, dans les tunnels, etc. Donc, mais il lui dit c'est la faute des deux parties. Et ça, c'était extrêmement courageux. Et ils ont continué à discuter. Il envoyait des photos, des films de ce qui se passait, où il était à Khan Younes, puis il était. Et effectivement, il y a bien sûr qu'il n'y a pas l'ennemi gazaoui, il y a le Hamas, et puis il y a les Palestiniens qui ont vraiment envie de vivre tranquillement. Et ton ami, comme l'ami de mon mari, c'est tout à fait des gens, on va dire normaux, et pas du tout. Et c'est avec cela qu'il va falloir un jour construire une paix, bien sûr, évidemment. Ceux qui se sont fait massacrer. Évidemment. Ceux qui se sont fait massacrer le 7 octobre, c'était des gens de gauche, c'était des gens qui croyaient à l'amitié, c'était des gens qui croyaient qu'on pouvait vivre avec des Palestiniens, c'était des gens qui accueillaient dans leur maison des Palestiniens, et ça n'a pas empêché, cette haine absolue. Moi, et c'est des gens qui croient encore. Hein. Pas tous. Alors, c'est incroyable, parce que moi, quand j'y suis allée 3 semaines après, j'ai rencontré un des pères qui avait son fils qui était pris en otage, qui a réussi à se libérer et qui malheureusement a eu une fin tragique puisqu'il est considéré français. Voilà, exactement. Non, pas en français. C'était un Israélien qui a été les 3 Israéliens qui ont réussi à sortir du Hamas et qui ont été confondus comme des terroristes à ce moment-là par Israël. Eh bien, ce père-là, quand son fils était encore pris en otage et vivant, il nous a dit en face, à l'époque, j'allais aider à Gaza. Et si c'était à refaire, je le referais. Bien sûr. Et son fils était pris en otage à ce moment-là. Donc non, il y a encore des gens il y a encore des gens là-bas dans le sud qui croient. Il y en a. Tant mieux. Effectivement. Regardez, je vous laisse déguster là, mais en même temps que vous dégustez ce plat, qui est un peu marocain, j'ai l'impression, non? C'est excellent. C'est pas mal. Un truc iranien, mais j'ai l'impression d'avoir mangé chaque fois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est presque une dafina. C'est presque une dafina. Regardez, alors,
comment va se dérouler l'autre partie de ce dîner. Tu veux qu'on fasse des blagues? Non, vous allez gagner des cadeaux. J'ai préparé plein de cadeaux. Et j'ai plein de sponsors qui m'offrent plein de cadeaux. Donc j'ai dit, je vais pas les garder pour moi. Si c'est des sponsors aussi bien que le premier, mieux, on va monter de gamme, tu vas voir. Donc regardez, mais par contre, pour les gagner, ces cadeaux, pour gagner ces cadeaux, faudra jouer. Fiduciaire Rive Gauche, bien plus qu'un cabinet comptable. Depuis plus de 40 ans, nous accompagnons les entreprises avec expertise et conseils sur mesure. Start-up, groupe établi, fonds d'investissement, hôtellerie, cinéma, nos 52 experts allient excellence comptable et solutions digitales pour optimiser votre gestion financière. Deux licornes nous font déjà confiance. Pourquoi pas vous? Fiduciaire Rive Gauche, votre croissance, notre engagement. Le moment ultime, cet instant où tout bascule. Chaque regard, chaque geste compte. Chez l'Émeraude, nos bagues de fiançailles portent la promesse d'un amour éternel, aussi pure et éblouissante que votre engagement. Votre oui, gravé dans un diamant d'exception pour l'éternité. Vous allez nous raconter 3 histoires, une est vraie parmi les 2. Les 3, d'accord? Vous connaissez ce jeu. Maintenant, les histoires, attention, c'est 10 secondes. Hein. Olivier, je te serais bien. Olivier. J'ai joué au tennis avec Iline Astaz. Avec qui? Iline Astaz. Personne ne connaît, mais nous on connaît. Le gars des baskets. Le gars des baskets. Avant les Stan Smith, il y avait les mêmes, mais en blanche, avec les bandes bleues. Ok. Il vient de te donner une indication majeure sur son âge, là. Ça, c'est dans ton spectacle. C'est dans ton spectacle. J'ai joué de la clarinette. Je joue de la clarinette à Guy Marchand. Ouais. Qui a été un grand joueur de clarinette. Et Guy Marchand jouait de la clarinette. Ouais. Ah, je savais pas. C'était quelle époque? On a le droit des piégés, hein. On a le droit des piégés. 95, parce que j'ai arrêté. Il est mort en 95. C'est faux. Non. Complètement. Il est mort il y a 5 ans. Non, il y a moins. Oui. Non, mais il faut et j'ai été en plus à Los Angeles sur un tournage de Steven Spielberg. Et ça, c'était absolument pas mal. J'adore ce jeu ce soir. Et ça, c'était absolument. Ouais, ça c'est trop. C'est suspect, ça. Mauvais monteur. C'est le 3e, c'est sûr. Il a dit, c'est dur. Moi, j'écoute Anaël maintenant. Ouais, Anaël, t'as raison. Allez, le 3e. Non, mais attends, il veut trop raconter son histoire, en fait, non? Il a le droit. Non, mais tu sens que c'est ça. Tu sens que c'est, Oui, mais si c'était vrai, pourquoi il donne le détail? Cinéma, c'est on fait des décisions un peu plus rapides. Alors, on décide très vite. Bah, moi, je pense que c'est Spielberg. Le 3e. Ou le 1. Spielberg. Anaël, tu dis quoi, toi? Ouais, je vous suis, moi aussi. Spielberg. Non, mais Spielberg, Cyril. le 1 ou le 3. Allez, on est d'accord sur Spielberg. Attention, Moi, je dis clarinette. Le 2. Alors, Guy Marchand. Moi, je dis clarinette. Guy Marchand? C'est ça? Attends, la majorité fait de la majorité. La majorité dit Guy Marchand. Allez. Entre Guy Marchand et Spielberg, quand même, il y a un monde. Guy Marchand. Marchand. Ouais. Et Spielberg. Je vote pas. Mais non, allez. Non, pas Spielberg, moi. C'est bon, tu peux dire. J'ai joué au tennis avec Iline Astaz. Oh là là. J'ai été fan de tennis. Mais est-ce qu'on a, attends, je demande à la régie, est-ce qu'on a assez de cadeaux? Est-ce qu'on a assez de cadeaux? Parce que là, ils gagnent tous, là, c'est pas possible. Moi, je vais me lancer. On me dit, c'est l'école des fans, peut-être que vous allez tous gagner. C'est comme dans l'école des fans. C'était dans les arènes d'Arles, il y avait un tournoi de démonstration. Vous voulez tous nous raconter vos anecdotes? Oui, exactement. J'étais ramasseur de balles. Vous êtes complètement ramasseur de balles. J'avais 10 piges et c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. Voilà. Alors, j'ai été championne de natation d'Île-de-France. Ça, c'est vrai. Faux. J'ai appris l'hébreu en 1 mois. Faux. Waouh. Et j'ai interviewé Hillary Clinton à la Maison Blanche. Faux. Il n'y a aucune de vraie. L'hébreu, c'est vrai. Les 3 sont. Ouais, L'hébreu. l'hébreu. Alors, il faut savoir, il faut rappeler qu'elle était rédactrice en chef. Enfin, Non, j'étais pas t'es pas rédactrice en chef, t'étais éditorialiste. éditorialiste chez elle pendant des années. Ah ouais. 15 ans, je crois. Non, beaucoup plus. Plus que ça. Et grand Donc déjà, porteur c'est aussi. probable. Mais l'adaptation aussi, c'est possible, non? Clinton. Allez, on y va sur Clinton? Tu as les épaules d'une. Mais oui, mais si, oui. Moi, je vais sur Clinton. Ouais, ça me semble évident. Clinton. La 2e. Ok, Clinton. L'hébreu. L'hébreu. Ah merde. Alors attendez, faut qu'on se mette d'accord. L'hébreu. Et on finit l'émission en hébreu si c'est vrai. Oui. Non, c'est Clinton. Ah non, attends. Ah. Elle a appris les bouts en un mois? Ouais. Non. Ouais, Nishma. Quoi, le bécédaire. Ah merde. Non, mais. Non, mais non, c'est moi, je crois. Attends, je repose une question. Je pose une autre question. Macha. Elle a fait l'interview de Hillary Clinton en hébreu. Attends. Attends, Attends.
l'a testé sur ton hébreu. Tu n'as pas le droit de faire des tests. Tu n'as pas le droit de faire des tests. Tu n'as pas le droit de faire des tests. Tu n'as pas le droit de faire des tests. Allez, Clinton. Clinton. C'est Clinton. Ouais. Yes! Pas de cadeau! Pas de cadeau! Waouh. Mais si on me dit dans l'oreille. On y va. À toi, Mais Cyril. je parle un peu l'hébreu quand même, mais pas en un mois. Ça fait 4 ans. Macha, ça veut dire quelle heure il est, hein, c'est tout, hein, c'est très simple. Hein. Donc c'est un compliment parce que beaucoup de gens ont pensé pour l'hébreu. Ouais, Donc c'est ça ça. veut dire que Voilà, exact. l'intelligence, Voilà. son intelligence a été reconnue à l'unanimité. Mais voilà, merci. Allez, à toi, Cyril. Les langues. Cyril. Alors, j'ai fait un entraînement avec Mike Tyson. On va rester, ouais. J'ai fait un entraînement avec Jean-Claude Van Damme. Et un clip avec Marie Saint-Filtre. Et j'ai fait... non. Attends, un truc fou. Ah bah, ça va être le faux, alors. Enfin, ouais. Ça va être le faux, c'est J'ai ça. été dragué par Christine O'Krent, voilà. Oh, ah, attends, ça, c'est très possible. C'est pas mal si c'est vrai. Spontané. Ouais. Bien fait. Ouais. Alors, il joue très bien la comédie. Je sais pas si c'est vrai, mais Ah, c'est ça mon peut être préféré. très bien, ça. Moi, je dis O'Krent. Allez, viens, on mise. Allez, on O'Krent. craint. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, Philippe? Moi, je dirais Tyson quand même. Mais non, mais il fait pas, il est kickboxer, il est pas boxeur anglais. Et alors, c'est pas grave. Il fait pas de c'est l'anglaise. l'invité surprise C'est de pas l'émission. Elle arrive à la place de Mona Jafar. Attends. Et d'ailleurs, Allez, on dit O'Krent. Ouais, c'est ça. C'est vrai? ouais. Ah, C'est ça? C'est énorme. Énorme. Génial. Il y a longtemps? Ouais, je sais pas. Bien joué, 10 ans. bravo, Cyril. Bravo. Bon, bah, on embrasse Christine O'Krent. Alors, Philippe. Alors, C'est un acteur. Ah, il va nous- j'ai bluffé un coup énorme au poker à DiCaprio devant Bar Raffaelli chez mes parents. C'est Waouh. précis, hein. Chez tes parents? Ouais. C'était où? À Montigny, à côté de Fontainebleau. Il a répondu rapide, quand même. Ouais. J'ai passé une journée entière à la plage avec Brad Pitt et Angelina Jolie à Hawaï. Ça, c'est certain. Et tu leur as parlé? Ah oui, une journée entière. Ok, une ambiance. Dans un Et, hôtel? pardon? Dans un hôtel? Non, sur une résidence privée. En fait, DiCaprio, c'est une espèce de plage de stars où ils ont chacun des bungalows sur pilotis là. C'est pratique. Et oui, mais Brad Pitt, DiCaprio et encore C'est quand quelques on autres donne trop stars de détails, ont le la mec qui même donne trop plage. de détails, c'est que c'est faux, tu vois. Ça, c'est vrai, mais c'est pas Hawaï. C'est dans le Var. C'est dans le Var. Allez. Et j'étais en équipe de France junior de rugby. Alors là. Ouais. Bah, Parce que là, t'en descends, hein, là, tu vois. C'est-à-dire, DiCaprio, Non, mais je vais pas rester que dans le. Bon. mais c'est pas mal, il a bien fait. Moi, je sais pas, on se quoi, le rugby? Non, moi, je dirais la Hawaï. Non, Je voilà. dirais Hawaï. Ouais, La 1, elle est là, c'est le même. on a envie, en fait, on a envie d'y croire même. Ouais. Laquelle? On aimerait que tout soit vrai, en fait. On aimerait que tout soit vrai. Elles sont toutes vraies. Non, parce que j'ai pas le droit. T'as pas le droit, bravo. La une, ça serait génial. Ah, elle a eu. Donc tu dis la une, on tente juste pour rire. Allez, la une. Bah, vous avez raison. Excellent. Bravo. On a droit à un cadeau? Excellent. Hein? Donc, tu prends son cadeau. Et je tiens à vous préciser que Bar Raffaelli. Elle était avec DiCaprio, effectivement. Chez tes parents. Non, alors, en fait, il faut que je vous raconte ça, parce que ça, c'est très drôle. Ah, le mec depuis tout à l'heure, il critique. C'est vous qui me le demandez, c'est pas moi qui ai absolument à le raconter. Comme lui, son anecdote pourrie, il a dansé à 6 ans avec David Briand. Bon, après, pardon. DiCaprio, quand même. Jusqu'au dessert. Vas-y, alors raconte, on est Non, tout oui. c'était l'anniversaire de mon frère il fêtait son anniversaire il y a quelques années, Gilles, au mois de juillet. Et il me dit, demain, il y a quelqu'un qui vient et tu vas halluciner. Et comme il y avait à peu près tout le show business français, je voyais pas qui pouvait y avoir. Je savais qu'il y avait ses potes, du jardin, etc. Et je lui dis, Johnny, il me dit, au-dessus. Je lui dis, alors là, vraiment, je vois pas. Et il me dit DiCaprio. Et en fait, DiCaprio, sur le film La Plage, avait sympathisé terriblement avec Guillaume Canet. Gilles et Guillaume sont très proches. Et du coup, par Guillaume, Gilles avait rencontré DiCaprio, qui venait présenter un film à ce moment-là à Paris, et qui donc vient dans ce petit village à côté de Fontainebleau où habitent mes parents, le 5 juillet, parce que c'est la date d'anniversaire de mon frère. Et il vient avec Bar Raffaelli, c'est-à-dire que c'était assez surréaliste. Et il vient, c'est-à-dire c'est très bizarre de voir chez tes parents. Elle est très grande. Chez tes parents, DiCaprio, lui aussi, hein, il est très grand. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'années, non? Il y a une petite dizaine d'années, ouais. Ouais, c'est ça. Ok, génial. Et ils se sont baignés dans la piscine, tout ça. C'était. Et à un moment, j'ai vraiment bloqué. C'est-à-dire, j'étais en train de me dire,
Putain, il y a DiCaprio dans la piscine qui a fait fabriquer mon père, tu vois. C'est l'endroit où on a grandi, si on m'avait dit ça un jour. Et vraiment, je suis à l'arrêt. C'est-à-dire que je suis dans la piscine, un peu comme un chien de chasse. Je suis à l'arrêt. Mon frère est passé là, il a fait Philippe, wow, wow, wow. Il avait vu que j'étais complètement bloqué. Et accessoirement, bar Raffaelli en maillot de bain, je peux vous dire que c'est une autre raison de bloquer. Et Bravo, on a joué au poker. Bravo, c'était excellent. Toi, tu l'as fait, non, Simon, t'as pas fait. Et Anaël, il reste deux. Alors, Je débat avec Mathieu Stamin. ce serait trop épique pour que ce soit vrai. Alors, j'ai Fait l'amour à Rima à 100. Ah oui, tu l'as mis, c'est obligé. Non mais bon, il faut pas spoiler. Bon. On entend les mecs qui se sont marrés. Ouais, je sais. Allez, calmez-vous en régie, s'il vous plaît. Allez, vas-y. Alors, vous j'ai pouviez été pas savoir. figurant dans Inception. Wow. Figurant dans Inception. Ouais, Christopher Nolan. Reprenez-le. Ouais, merci. Figurant vraiment passant à Paris. Dans Quelle année? Quelle année Inception, je me rappelle plus. C'était il y a 10 ans. Je l'ai utilisé sur ce Ok, vas-y, suivant. Dans quel lieu? Je répondrai pas à cette question. Non, on n'aura pas le droit de répondre. Bon, d'accord, ok, on sait, c'est faux, ça. J'ai déjà pris un verre avec Rima Hassan. Waouh. À Paris aussi? Mais c'était il y a 3 ans. Ah. Mais c'était pas en Syrie. T'étais un peu en date? Ou c'était un... Je ne dirai rien. Ok. Tu peux le dire. Ah bah non. Allez. Ok. Et je me suis déjà battu avec des singes. Waouh. Tu t'es déjà battu avec des Ouais, j'ai des singes, les singes. Dès qu'il y a Olivier. des mots, ça sent mauvais. C'est les singes. Allez, on est tous sur les singes. Les singes, Alors, les singes. Mais Allez, des singes, des bonobos, des chimpanzés, des gorilles? C'était ni les bonobos, ni les chimpanzés, ni les gorilles. Voilà, vas-y. T'as pris un verre avec Rima Hassan. Avec un T'as paresseux. pris un verre avec Rima Hassan. Faut voter, c'est la majorité. Bon, on va, attends. C'est les singes. Les singes. Les singes. Arrête, on Attendez, va mais les singes. Les singes, on est d'accord tous? Levez tous la main. Ils sont pas d'accord tous. Levez tous la main. Les singes. Allez, les deux. Attendez, je comprends pas là. on vote. Qui vote pour le sang? Qui vote pour le sang? Tu nous as pas donné la main. Le mec veut son cadeau, quoi. Je veux savoir qui Mais vote pour le sang. t'as dit deux vérités, en fait. C'est sûr, t'as Non, j'ai dit une vérité. Anaël, J'ai dit une vérité. Qui vote pour le sang? Non, mais c'était quoi comme Mickaël, singe? il vote. Olivier vote. Nathan vote. Bon, les ok. singes, d'accord. C'était les singes. Cadeau, on va donner son cadeau à qui alors? Son cadeau à qui? Anaël. J'ai fait 2 dates avec Rima Hassan. Anaël, à toi, vas-y. N'empêche, c'est mon jeu qui a fait parler. Je tiens à le dire. Ouais, c'est bon. Non, parce que ça, c'était très drôle de dire j'ai déjà vu un coup. Alors, vas-y, Anaël. Tu m'avais devancé avec. Laissez parler d'elle. beaucoup de choses. Alors, j'ai gagné au loto. Bah oui, Nathan. Combien? Nathan. On a le droit de poser une question. Combien? T'as épousé 300 Nathan? €. Ok, d'accord. Avant Nathan. Et une voiture. Ok. J'étais avec Boyard, avant Nathan. J'ai eu l'occasion de pouvoir échanger mon numéro de téléphone avec Leonardo DiCaprio. Ah. Et j'ai menti à un sénateur sur mon identité. Je me suis fait passer pour une espionne. Caprio, il était déjà dans la piscine. C'est la pauvre. Caprio, il Alors c'est grave possible, hein, d'accord que j'ai le numéro de Caprio. Même moi, je sais pas, parce que il y a un truc qui m'étonne. Nathan, t'as pas le droit de jouer normalement. Non, mais je joue pas, mais je dis même moi, je sais pas, là, il y a un truc. Nathan, Je pense qu'elle a menti à un sénateur. Je pense que Ouais. Nathan est complice, il fait Non, quelque non, il y a vraiment quelque un truc chose. qui m'étonne dans ce qu'elle dit. Oui, je pense. Olivier, tu dis quoi? Moi, je pense que DiCaprio ramasse tous les numéros. Ah ouais? Oui, c'est vrai, ça. Que Alors, DiCaprio, ça, il les a assez fastoches. Il Hein. ramasse les numéros. Il insiste pas beaucoup en plus. Tu veux dire qu'il fait collection de numéros? Le mec qui fait Non, très bien. Ce que je veux dire, c'est que c'est crédible qu'une jolie femme, Bon, alors on va sur DiCaprio? On va sur DiCaprio? Moi, j'irais sur le sénateur. Attends, parce cette qu'il histoire. y a quand même... J'adore l'histoire du sénateur, moi. Ouais, non, mais ce qui est intéressant dans l'histoire du sénateur, c'est qu'elle continue en disant « Je me suis passé pour une espion ». C'est ça qui est bizarre. Espionne. Une espionne. Fille. Il n'est pas très inclusif, ce mec. Non. Jamais. C'est ça qui est intéressant, c'est je me suis fait passer pour quelqu'un d'autre. Ok, bon, c'est Mais crédible. pour une espionne, Mais c'est pour un espion ou une espionne, j'ai Moi, pas je compris crois- comment ça t'est venu à l'esprit tout de suite. Moi, je crois ça, moi. Moi, je Voilà. crois. Ouais. Alors, on croit à l'espion. L'espionne. Bon, qui vote pour l'espion? Allez. Allez. Moi, je pense que t'es une Ah, je espionne. vais me dire- Mais bien sûr, bien sûr. Ok, c'est majorité directe. Espionne. Ok, ça marche. C'est ça? Ouais, exactement. Ah, Mais attends, non, la voiture, c'est vrai, t'as gagné une voiture au loto. J'ai gagné, oui, mais j'ai pas gagné. À la loterie, c'était Oui, pas- je suis en fait, j'avoue, j'ai Une Twizy. Non, mais J'ai c'est... dit des choses vraies parce que. Et DiCaprio, tu l'as déjà rencontré. Donc tout Mais est j'ai vrai pas dans ce que t'as dit. changé. Oui, mais t'as le droit de changer.
téléphone. C'est parce que, comme je te dis, Nathan, c'est très dur d'inventer un truc complètement. Oui, elle a déformé un truc. Ouais, elle a déformé. J'ai déformé, exactement. J'ai pris du vrai. C'est normal, c'est logique. Bon, en tout cas, tu as perdu ton cadeau. Copain avec Louis Boyard, le mec qui veut mettre là. Non, ça va. Non, Ok, super. Allez, cadeau. Combien de beurre? Cadeau. Les sponsors. Lié avec Le Airspire. sponsor, il s'appelle Frey. Alors, Frey, j'adore parce que c'est C'est une expression. marque. Ouais, c'est Frey. C'est Frey. C'est très frais. C'est une marque de produits de beauté clean et vegan qui se concentre sur la protection solaire avec des SPF hydratants, minéraux, le traitement des dommages causés par les UV. Les produits sont 100% d'origine naturelle. Coffret hommes et femmes, attention, hommes et femmes. Écran solaire, sérum, crème hydratante, etc., etc. Génial. Donc, c'est le produit frais de cette marque Frey. Michael Azoulay nous a bien. Merci, Michael. Ça, c'est le coffret femme, ça ou homme, ça. Tu défends. Il est frais, Alors, ça, c'est le femme. Le petit, c'est les femmes. Tu défends. Alors, le petit, Cyril, t'as le coffret homme, donc c'est bien. Et là, le petit, c'est femme. Le petit, c'est femme. C'est un peu bizarre d'ailleurs. Attends, mais je veux voir ce qu'il y a. En général, c'est l'inverse. Oui. Oui, mais c'est parce que je sais pas. C'est comme ça. que vous avez besoin de... Il est prêt. Donc, merci à Frey, le sponsor, pour vous, ces petits cadeaux qui vont vous arriver là. C'est sympa, ce jeu. Très marrant. Franchement, très fort. Vous êtes très fort. Très fort. J'ai un deuxième. Ah. Mais celui-ci, un peu plus intello. Ah, Pas du tout le genre de la maison. Pas du tout. t'as vu déjà? On va tenter de prouver à tous nos téléspectateurs que vous êtes cultivés. Ah, on m'a dit qu'ils seront pas au niveau pour le jeu. On me dit en l'oreillette qu'ils seront pas au niveau pour le jeu, du coup. Ah zut. Je crois. Qu'est-ce qu'on fait? On annule, on continue. Mais tu couperas, c'est pas grave, tu couperas. Alors, Là, on baisse en gamme, on arrive dans les sextoys de Ben Soussan de la Michani, qui nous a donné celui-là. alors ça s'appelle un DJI. Bon, ça c'est pas un sponsor. Hein. C'est très sympa. Tu vois cette caméra là. Donc voilà, c'est très drôle. J'adore ce jeu. Ok. Je l'enregistre. C'est bon, ça record. C'est bon. Pitch de jeu tout nul, hein. Parce qu'on t'attend, nous, on attend. Ok, tranquille. De toute façon, il y a le montage après. T'inquiète, on n'est pas en direct. Regarde. Vous allez choisir une personne de votre choix et vous allez le filmer comme un casting et vous allez lui demander de vous raconter quelque chose par cœur. Enfin, pas de un genre de, je sais pas, ça peut être une récitation par exemple ou quelque chose ou quelqu'un qui a joué au théâtre qui raconte quelques. Voilà. Ouais. Donc il faut un truc par cœur. Et donc, il faut commencer à réfléchir à une ancienne récitation quand vous étiez jeune. Non, tu verras, c'est sympa. Récitation. Qu'est-ce que tu as de par cœur? Tu peux nous dire. Ah, un truc comme ça. Mon vieillesse et nuit. Pardon. Je sais pas, moi, les latifs, par exemple. Exemple. Je te donne un exemple. Et combien en... Ce vin, c'est la terre. Ce vin a profité d'une belle exposition sur le grand restaurant. C'est un Saint-Julien, Château Le Villasquez, 1953. Ok. Alors que pas du tout. C'est le vin de qui? Non, pas de Azoulay, de Bacchus. De Bacchus. Merci. Ok. Allez, est-ce que tout le monde a compris le jeu? Oui. Ok, donc C'est difficile comme jeu. Lance-le. Philippe, tu veux toi être interviewé? Tu veux? Est-ce que je t'interviewe? Qui interviewé, interview l'autre après. Ok, c'est Stéphane, c'est quelques mots simplement. C'est quelques mots, ça, une récitation, 3-4 vers. Bon, Mais après, ça fait quoi? Parce que j'ai pas compris la finalité. la finalité, c'est de savoir si vous êtes cultivé ou pas. Ah, C'est fait. d'accord, ok. On va le savoir tout de suite. Faisons comme ça. Est-ce que vous arrivez à sortir une récitation par cœur comme ça? Ou un texte, peu importe, quelque chose. Attention, c'est parti. Sur Philippe Lelouch. Très très court. Mon cœur saigne à force d'y penser. Qui cesse d'être un ami ne l'a jamais été. Et je ne pardonnerai pas à celui qui m'a fait rougir. Son John Perse. Il a couché là. J'aurais pas dû commencer par lui parce que j'avais la pression, les mecs. On va citer Patrick Sébastien. Attends, tu m'excuses Cyril, j'avais envie de t'acclamer de toi, mais qu'est-ce qu'on on a quand même une célébrité ici. De cette Tout le monde n'a pas eu cette chance à 5 ans. Mesdames, messieurs, en scène avec Patrick Briand. Il a dansé à l'âge de 6 ans. Non, mais attends, je t'introduis. Mais bien sûr. Tu me permets l'expression. Bien sûr. On a quand même, là, ce soir, la récitation d'un homme qui n'est pas tout à fait un inconnu dans la communauté, puisqu'à l'âge de 7 ans, vous avez pu l'apercevoir. Mais c'est Casino de danser avec Danny Briand. Mais qu'est-ce que tu récites? Je peux te réciter un truc de Danny Briand, du coup, que j'aime beaucoup. Tu peux? J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison quand je pense à Suzette. Bravo! Il a sorti. Je pense à Suzette. Quand je pense à Suzette. Depuis que j'ai vu Suzette, je perds la raison. Chaque fois que je vois Suzette. Même ça, je l'ai pas, tu vois. Bravo. Allez. Mais bravo. Non, mais c'est bien. Qui se lance? Non, mais prenez votre temps.
Notre champion. La culture ou Ce que tu veux, tu peux rester. Ou l'agriculture, comme tu veux. Ça peut être un éclat dans votre pare-brise, tu peux. Alors, est-ce que tu peux me dire, 25 au carré, tu sais combien ça fait? 625. 35 au carré, tu sais combien ça fait? 1225. 55 au carré, tu sais combien ça fait? Moi non plus. Et la tête au carré, combien ça fait? Et la tête au carré, tu connais ça, la tête au carré? L'astuce, quand un nombre finit par 5, il suffit de multiplier le premier chiffre par son consécutif, et tu mets 25, et t'obtiens la réponse. Donc 25, c'est 2 fois 3, donc 55, c'est... En vrai, c'est facile. Oui, 5 fois 6. 5 fois 6. Exactement. J'aime bien. À toi. C'était ça, Victor Hugo. Bon, dans les deux cas, c'était bien. C'était plus utile. Alors, je vais me souvenir de mes années d'école. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre et même et me comprend. Bravo. Oui. J'aime bien quand c'est fluide comme ça, c'est super. Olivier, tu veux prendre la caméra ou tu veux être interviewé? On est là. C'est moi qui prends la caméra? Non, c'est Michel. Ah oui. Parce qu'en même temps, on voit comment elle tourne. Ok. C'est comme ça? Ouais. Mais Michel, tu gères le cadre, hein? Non, je gère pas du tout. Vas-y. Très bien. Là, j'ai une angoisse absolue. Je ne connais rien, pas un texte. On est sur un film. C'est bon? Petit escargot porte sur son dos. Petit escargot porte sur son dos C'est bien. sa maison. Aussitôt qu'il pleut, Il est malheureux. il est malheureux. Il sort sa tête. Oui, je serai là dans 15 minutes. Saint-Jean de Perse. Très bien. On voit qu'ils sont les imposteurs à table. Allez. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma ville, ma triste ville, se traîne sans raison. Je suis très content d'être là, c'est un honneur vraiment extraordinaire. C'est ma vie, hein, c'est pas ma ville qui se traîne. Une ville entière qui se traîne, C'est la ville qui s'est traînée. c'est la ville qui se traîne. Tous les gens qui te prenaient pour un mec extrêmement sérieux et tout ça, ce soir. Tu vois. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui Les masques tombent. Les masques tombent, hein. Et au contraire, pour Philippe, ça s'est Je retourné. n'ai qu'une mémoire immédiate. Donc je peux vous citer des vers que j'ai trouvé beaux aujourd'hui. J'ai l'impression que c'était une citation en soi. Alors, Ça, c'est... nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pas lire le jour. Jean Genet. C'est très beau. Bravo. Eh ben, Bravo. Oh là 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 là. Bravo. On l'applaudit, on peut applaudir. C'est éclectique, hein. Porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut. Anaël, espionne de son état, va nous révéler un secret. National Non, Geographic. mais en plus, c'est horrible parce que j'ai une mémoire très courte, donc je vais faire une sorte de fable, mais faites semblant que c'est la totalité de la fable, ok? Alors, mon père, ce héros, au regard si doux, suivi d'un seul hussard qu'il traînait entre tous, pour sa haute bravoure et pour sa haute taille, parcourait à cheval le soir d'une bataille le champ recouvert de morts sur qui tombait la nuit. Il lui sembla dans l'ombre entendre un faible bruit. C'était un Espagnol à l'époque, il me semble, non? Qu'il traînait, enfin bref, qu'il traînait entre tous, et après, le chapeau est tombé et il a quand même sauvé la personne. Voilà. C'est tout ce qu'on Ouais, allez. Ça a commencé. c'est le même, tu sais, avec le dessin du cheval, c'est très bien dessiné au début. Tout le monde a joué. Allez, bravo. Allez, cadeau, Nathan, cadeau. On en fait, bravo. Des gens de culture ce soir, des gens de culture. Alors, qu'est-ce que vous allez gagner? On va nous ramener quelque chose. Alors, la maison. Alors ça, on peut arrêter, ça c'est bon. Voilà, ça c'est avait commencé par l'autre. Ok. La maison Daniel, des chocolats. Pour les connaisseurs de chocolat, depuis 35 ans à Paris. 6 boutiques à la dernière. Merci. Et la dernière toute nouvelle à Tel Aviv. Ça y est, depuis quelques semaines, Daniel est à Tel Aviv. À Neve Tzedek, c'est génial. Donc on remercie beaucoup David Uzan. Donc je rappelle, c'est David Uzan. David Uzan. Directeur général de c'est cachère, c'est parvé et c'est vegan. Grand jeu quand j'étais môme, faire des fausses pubs en hébreu. Je parle pas l'hébreu. Merci Faire des fausses pubs, ça me faisait hurler de rire. Mais alors, je vais te dire, moi aussi, et je pense que dans le milieu très restreint de ceux qui font les voix off en Israël, il y a un concours de celui qui aura la voix la plus grave. Ouais. Quand tu vas dans le bus, c'est
נוסעים נחמדים, זכרו לתקף את הרב-קו לפני כל נסיעה, את היסובוי ובכרטיסי אשראי. Et dans l'avion, c'est מוריי ורבותיי, שלום, ברוכים הבאים במטוס אל על. On dirait un manga israélien. On dirait un japonais. Il y a une ambiance. Celui qui veut goûter un petit chocolat entre-temps. Quelqu'un veut goûter un petit chocolat tout à l'heure. Non, c'est pas tout. Non, tout à l'heure. Tout à l'heure, ok. Avançons dans la Avançons. Alors, ok, bravo. Moi, j'apprends Donc, des petit cadeaux, chocolat, c'est ça sûr. vous va? Pris par cœur, c'est sûr. Mais il y a d'autres cadeaux encore. Mais non, Mais oui. Olivier, il y a d'autres cadeaux encore. Tu le crois? Olivier, c'est un peu ta bar mitzvah. Mais, C'est vraiment. mais par contre, Sans croire toi, t'as plein de cadeaux encore. non, par contre, on va voir le dessert dans un instant, mais ça n'existe pas. Je vais le rendre celui-là parce que je l'ai pas mérité. L'escargot. L'escargot était parfait. Ah, c'est top. J'ai En plus, c'était tellement bien amené. Ouais. Petit. Faut faire un classement des refs les plus niches, les plus basses. Voilà, regarde. On se défend pas mal. Michael, qu'est-ce que tu dis? On a le maître S, le maître de la blague Oui. en France. Il est juste à notre, Non, il est à ma gauche. C'est ça le maître de la blague. Non. Non, mais tu peux nous en raconter une. Tu sais, Thierry Ardisson, il faisait ça à chaque fois. Hein. Oui, mais c'est toujours le problème quand on te dit. Non, mais moi, je l'ai ta blague. Hein. Je l'ai, Ah, c'est bah, celle que tu m'as faite dans la voiture à Tel Aviv. C'est laquelle? Tu peux faire le spaghetti au merguez. Hein? Ah oui. Attends, bougez pas, je veux pas. Ça y est, je l'ai. L'autre chose, c'est raconter une blague, alors là, moi, je suis nulle. Ah ouais, moi aussi. Ah là là, je sais pas. Ouais, attends, il faut que je la retrouve. Mais je me souviens plus au j'adore. milieu, Bon, là. Et on n'est pas, attention, on n'est pas à l'abri qu'il y en ait un qui a envie de raconter une autre après, d'accord? Non, ouais, Place à la Victor Hugo. totale, hein. Place Victor Hugo. Il y a Ben Kemoun Il est là. qui est au volant, je sais bien, qui est au volant de sa Jaguar type sublime et que ça. Et tout d'un coup, il se fait rentrer dedans. Au moment où il cède le passage, il se fait rentrer dedans par derrière. Lévi, son vieux copain d'école, mais qui a une bagnole pourrie, dégueulasse. Et où il fait putain. Et quand il voit son copain, il fait Lévi, il dit Ben Kemoun. Il dit tu peux pas faire attention. Il dit pardon, moi je pense à autre chose. Je suis tellement content de te voir et tout. Il dit ouais, mais tu fais chier. Tu viens d'emboutir ma voiture. Il dit c'est pas grave. Il dit c'est pas grave. Allez, c'est que du matériel, etc. On s'en fout. C'est pas grave. Il dit si c'est grave, ma voiture elle vaut cher. Il dit ouais, mais ta voiture, regarde. Je la reprends dans l'état, je te donne la mienne en échange. Il était un fou, il dit jamais de la vie. Il dit t'es un fou? Ma voiture, moi, il y a un génie dedans. Il dit toi, t'as pas de génie dans ta Jaguar. Il dit t'as un génie dans ta voiture? Il dit oui, j'ai un génie dans ma voiture. Il dit arrête tes conneries. Il dit viens derrière. Il ouvre le coffre. Il y a un génie qui sort de la Lada. Il y a rien. Il fait génie, fais-nous des spaghettis merguez. Le génie. Il sort les spaghettis merguez. Il fait oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il dit alors tu veux pas de ma voiture? Il dit mieux je vais te l'acheter. Il dit mais je vends pas, tu rigoles jamais, je me sépare de cette voiture avec le génie dedans. Il dit je te l'achète. Tout de suite je te l'achète. Il dit non, j'en veux pas. Il dit regarde, je te donne la Jaguar et je te donne 1 million en plus. Mais je veux la voiture avec le génie. Et il dit bon, Ben Kemoun comme tu es mon copain, allez je te la vends. Il prend 1 million, il se barre. L'autre il est hyper content, il arrive avec la Lada, il arrive en bas de chez lui. Il y a sa femme à ce moment-là qui rentre des courses. Elle lui dit, qu'est-ce que tu fais avec cette bagnole pourrie? Il dit, bagnole pourrie. Il dit, je l'ai acheté 1 million, cette bagnole. Elle dit, t'es fou, où elle est notre Jaguar? Il dit, attends. Il dit, viens, fais bien derrière. Il dit, un génie. Elle fait, arrête. Il y a un génie, je te dis. Il ouvre le coffre, le génie sort. Et voilà. Il dit, génie, offre-lui des diamants. Il dit, ah non, moi je fais que les spaghettis. La note de beurre. Oui, mais tu peux prendre des bides avec cette. Ah non, moi peut-être toi tu l'as fait bien. Moi j'adore cette histoire, c'est une de mes histoires préférées, mais bon, avec 2 copains qui discutent et il y en a un qui dit tu vas bien, l'autre il dit je vais très très bien parce qu'il dit dans 2-3 mois je suis milliardaire, c'est sûr. J'ai déjà entendu la raconter en plus avec cette Comment tu vas être milliardaire? Il dit parce que j'ai inventé un procédé révolutionnaire. Voilà, c'est tout. Tes conneries. Il dit ah ouais. Il dit c'est quoi ton procédé? Et il dit bah j'ai réussi à trouver comment transformer la merde en beurre. Ouais. Il dit arrête tes conneries. C'est des conneries. Il dit bah ok, bah je peux te dire que il y a des fonds d'investissement américains qui ont mis des millions dans mon truc. Tiens, bah l'usine elle est à 5 bornes. T'as 10 minutes, t'as un quart d'heure? Il dit je vais t'emmener. L'autre il dit ah ouais. Ils partent en bagnole et ils arrivent effectivement dans un truc sublime. Ils rentrent dans un truc, tout est en alu, enfin c'est un truc de 600 mètres carrés, etc. Et il dit regarde, c'est pas très compliqué. Regarde, là il y a c'est la cuve à merde. Hein. Là, regarde, il y a un premier conditionnement là, ça arrive là, il y a un deuxième conditionnement, ça revient ici et là, à ce moment-là, arrive une motte de beurre. Oh, tu dis c'est dingue ça.
Il dit, c'est bon, bah, il dit, tu veux goûter? Il dit, ouais. Donc, il prend une tartine, il beurre, le mec goûte. Et ça a quand même un goût de merde. Et l'autre dit, bah, oui. Elle est exceptionnelle. Mais il faut vraiment bien la faire. Il y en a qui la racontent agressif. J'arrive pas qui me l'a raconté un jour. Le bain, oui, il est hyper essentiel. Mais oui, il dit, elle a un goût de merde. C'est oui. C'est pas mal aussi comme. Le mec qui a entendu l'argument. Je remercie le chef Greg. Greg, le restaurant Saba Le Valois. Merci Greg. Et on a bien mangé quand même, non? Super. Il est bon, hein? C'était délicieux. Voilà, un restaurant cachère à Levallois, Greg. Ça, c'est très, très Spécialité israélienne. Non, mais c'est pas mal, hein? En plus, c'est un mec très sympa. Et en plus, il est sympa. Et il fait partie de ces cuisiniers, quand tu les vois, t'as faim. Non, mais, tu sais, non, mais tu vois ce que je veux dire? Tu sens que le mec, il aime la bouffe. Vraiment. Il y a un truc tu le sens physiquement. Ouais. Non, Greg, mais Greg, il est pas là pour les caméras parce que tout à l'heure, il était très gêné du moment où on allait tourner la séquence et tout. Donc vraiment, il est là pour le kiff de partager Exactement. et de la bouffe. Et Exactement. Bon, attends, et Simon qui a une histoire. Bon, mais attendez, vous la connaissez tous. Est-ce que vous connaissez On a tous flingué nos carrières. le séfarade qui veut se convertir à l'ashkénazitude? Non. Vous connaissez pas? Non. Bon, en gros, c'est un juif séfarade. Il veut se convertir au judaïsme ashkénaze. Bon, il va voir les rabbins. Alors dit, je veux devenir ashkénaze. Les rabbins le regardent. Ils disent, attendez, vous êtes juif, il n'y a pas de conversion, c'est une ethnie, c'est une origine. Vous êtes juif, c'est pas, vous avez la même religion. Non, je veux me convertir, je veux être ashkénaze, je veux être ashkénaze, je veux manger du gefilte fish, je veux faire des latkes, je veux être ashkénaze. Bon, alors ils commencent, les rabbins, à customiser une sorte de conversion sur mesure pour devenir ashkénaze. Ça s'est jamais fait, mais ils le font. Alors il est très assidu, le monsieur, il étudie nuit et jour, il apprend le yiddish, vraiment il se donne à fond. Vient le jour de l'échéance, donc il passe devant le quorum des grands rabbins ashkénazes et il donne la décision tombe. Monsieur, vous êtes officiellement ashkénaze. Alors, il exulte de joie. Vous êtes content? Oui. Bah vous êtes recalé. Bon, alors, on remercie beaucoup, Philippe. Le 12 à Monaco. Le 12 à Monaco, ouais. Ouais, Je reprends la scène le 12, puis après mon accident, là, Ah oui, t'as un accident, donc t'es tombé de scène, je suis tombé de scène, ouais. Oh, ouais. J'avais mal repéré, c'était une scène immense, avec une très grande profondeur, et j'ai mal repéré cette scène, c'était à côté d'Annecy. Donc j'ai l'habitude, mon dernier passage avant les rappels, c'est j'ai un spot sur la gueule, je suis déjà très aveuglé, mais la salle est noire, et d'habitude je fais 4-5 pas derrière, et je trouve l'entrée des coulisses, et là, elle était beaucoup plus loin, l'entrée des coulisses, avant le rappel, donc je fais les 4-5 pas, je me dis merde, ils ont oublié d'éclairer, et je regarde une lumière que je pense être la lumière de service des coulisses, qui est en fait la lumière de service de la salle. Donc j'ai marché vraisemblablement un peu comme ça, et je me suis cassé la gueule dans le noir. Et t'as eu mal Et en spectacle? Oui, ouais, personne n'a rien vu, puisque c'était dans le noir, mais je me suis cassé le col du fémur. Et donc c'était avant le rappel? C'était juste avant le rappel. T'as pas pu faire le rappel? Et j'ai pas pu faire le rappel, mais surtout comme les gens m'ont pas, comme j'avais encore de l'adrénaline du show, j'ai réussi à me relever, ce qui était déjà, et j'ai pris une espèce de sortie de secours, mais personne m'a vu la prendre, donc les gens continuaient d'applaudir, le régisseur envoyait la musique, et pas de Philippe, évidemment, parce que j'étais Dans les pommes. Ouais, j'étais pas bien, ouais. Voilà. Bon, ça va mieux? Ça va? Ah bah, ça va super, ils m'ont mis une hanche en Tu titane. es Dr House avec ton truc. Voilà, et donc maintenant, tu m'as dit, voilà. Et maintenant, c'est presque fini, là, ouais. En tout cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. Mais merci, de Sainte-Maxime. Vous rencontrer tous, vraiment. Parce que on C'était une joie. Ouais. les uns les autres via écran interposé. C'était très chouette de vous rencontrer tous. Et qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit continuer? Bah ouais, enfin, évidemment. Mais de toute façon, je crois qu'ils savent. Ouais. De toute façon, on peut pas, est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut s'arrêter? Non, on est obligé de continuer. On est ensemble. Voilà. On continue tous ensemble. Ça, je tiens quand même à dire que ce que j'ai dit à Philippe tout à l'heure en off, c'est incroyablement salutaire et ça fait vraiment chaud au cœur de voir des gens comme Philippe qui sont issus du milieu du cinéma, du milieu de l'art et qui ont eu le courage, mais vraiment le courage de se prononcer et de défendre leurs convictions. Et c'est tellement rare.
C'est rare. Et c'est vraiment, et il faut pas le prendre pour acquis, quoi. Je veux quand même dire qu'il y a d'autres personnes, au-delà de cette table, évidemment, qui se sont battues, d'autres qui n'ont pas pu venir à ce dîner, etc. Donc il y en a d'autres, évidemment, on n'est pas seul. Mais c'est une poignée, comme tu dis, effectivement, malheureusement, c'est une poignée. Non, parce que nous, on s'exprime en plateau sur des trucs un peu politiques. Nathan, Simon, moi, etc. On nous attend un peu dans ce rôle. Mais les personnalités qui sont plus des people, c'est pas du tout une insulte dans ma bouche, hein, mais qui sont du monde du spectacle, etc., qui sont pas destinés à ça, ils prennent vraiment un risque, je pense, professionnel, sécuritaire, etc. Oui, et mais tout. Donc, je vous remercie infiniment de ce que vous venez de dire. Ça me touche évidemment, ça glisse pas du tout sur moi, mais ça va au-delà de ça parce que j'ai pas le choix. En fait, c'était quelque chose je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est même pas du courage. Bernanos, c'est le courage, c'est un manque d'imagination. Moi, c'est même pas ça. Il fallait que je m'exprime, et ce qu'a dit Nathan tout à l'heure, et oui, Nathan, ce que tu as dit tout à l'heure, j'étais complètement en ligne avec ça, c'est-à-dire que ça a réveillé quelque chose. Je suis né en Israël, certes, peut-être que ça joue, je sais pas. Moi aussi d'ailleurs. Mais toi aussi, ouais. Mais c'était plus fort que moi, il fallait que je parle de ça, mais j'espère que j'aurai aussi ce courage-là s'il s'agissait de défendre une autre communauté au prétexte de sa couleur de peau ou de sa religion. Voilà, il se trouve que celle-là, j'en fais partie. Tu sais très bien qu'il y a très peu d'acteurs, tu sais très bien qu'il y a très peu de comédiens, très peu d'artistes qui ont pris position. Oui, mais la question, moi, je peux comprendre à quel point c'est compliqué quand on y met un tout petit peu de réflexion, et peut-être que j'en manque, hein, ce qui est pas exclu. Moi, je n'en veux pas du tout aux gens qui s'expriment pas, parce que d'abord, s'exprimer n'est pas forcément l'expression du ressenti. Voilà, ils sont peut-être pour certains d'entre eux très très mal avec ça, et ils savent pas comment en parler, comment le dire, etc. Donc, et puis c'est vrai ce que vous dites. Il y a ce risque de se sentir encore plus isolé après, se dire je suis définitivement le petit juif dans son coin, puisque maintenant en plus parce que j'ai dit que je l'étais, on me fait encore moins crier. Donc j'ai pas de jugement véritablement sur les ceux autres qui s'expriment pas. Non. Oui, mais alors du coup, est-ce qu'on peut quand même avouer qu'on a tous perdu des amis? Non. Bah, ça n'était pas, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, la phrase de Saint John Pierre. Tous, à un moment donné, se dit, bon, qui cesse d'être un ami, ne l'a jamais été. Moi, j'ai pas d'amis. Non, j'ai pas perdu. Personne? J'ai jamais eu d'amis. Si, j'ai perdu des amis, mais à mon avis, sur des malentendus, et que j'ai pas envie pour l'instant, je mets en stand-by. Nathan? Je t'ai dit mon anecdote une universitaire égyptienne, c'est pas une universitaire, qui me dit, il n'y a pas eu de viol le 7 octobre, par écrit, et qui ajoute, de toutes les manières, s'il y a des femmes qui ont été violées, elles avaient rien à foutre à côté de Gaza, à faire une fête en robe, elles se prennent pour qui en gros, elles l'ont cherché. Et je lui dis, on passe une nuit à s'écrire. Et c'est quelqu'un en plus d'estimable intellectuellement. Et je passe un bout de la nuit à lui démontrer par A plus B qu'elle a tort, mais sans lui dire je romps. Et quelques jours plus tard, elle m'écrit, elle me dit, vous aviez raison, je me suis renseigné, je suis allé voir les sites que vous m'avez envoyés. Et j'ai eu tort. Oui, mais c'était pas une amie. Non, mais l'exemple que je donne, c'est pour dire que la parole, ça compte. Oui. Et la parole, ça marche, même parfois très longtemps après, mais ça a toujours un effet. Bon, on a passé une belle soirée. Moi, je suis content, mais on va la continuer en musique. On remercie. Alors, on a qui? On a Philippe Cohen, le cabinet fiduciaire de la Rive Gauche, qui est donc expert comptable. On a Daniel Uzan, directeur général de la Maison Daniel. Michael Azoulay, PDG de Frey Skincare. Benjamin Aziza, distributeur de vin Bacchus. Et on a Franck et Mitch Kahn, qu'on remercie. Jean-Jacques Amselem, qui est là à la réalisation avec Jérémy Roy et ses équipes. On a Nathan, Maxime, Jennifer, Hassan Smith, qui était dans mon oreillette et qui est également dans ma vie. Je suis heureux. Je remercie tout le monde, voilà, tout le monde, les téléspectateurs qui étaient avec nous. Et Greg, pour la cuisine, c'était génial. C'était très très bon. On va se faire une partie musicale maintenant, tout de suite. Vous êtes prêts? On y va tous? Oui. Quelqu'un sait chanter? On a besoin de guitaristes et on a besoin de chanteurs. Je chante très mal. Hein. Allez, on y va.
J'ai de l'amour plein la tête, un cœur d'amitié. Je ne pense qu'à faire la fête et m'amuser. Moi, vous pouvez tout me prendre, je suis comme ça. Ne cherchez pas à comprendre, écoutez-moi. Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi, je chante pour ceux qui m'aiment, je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être le mendiant de l'amour. Moi, je chante sous vos fenêtres chaque jour. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Elle aime, elle adore, c'est fou comme elle aime, c'est beau comme elle aime. Merci Mickaël Sadoun. C'était génial, bravo, bravo. Quel talent quand même, merci. Michel Fitoussi, Olivier Belkimoul, j'étais ravi. Simon Mousse, Mousse, j'ai dit Mousse, voilà. Attends. Ok, génial, merci. C'est génial. Merci, 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 merci. Merci Jeanne. Et je vous embrasse à très très bientôt sur A+. Ciao.